Madame le maire va arriver, mais on a quand même des élus, donc Jean-Yves Bachelot, adjoint à Saint-Denis-d'Anjou. Merci aussi merci Alexis Fouché de nous avoir fait cette balade et découvrir un petit peu Saint-Denis et le travail déjà en route et puis le caractère champêtre. Donc on a choisi cette commune parce qu'elle nous semblait assez intéressante déjà dans sa démarche sur le thème qui est défini aujourd'hui. C'était la diapo suivante. Donc pour parler de comment on peut faire des aménagements paysagers mais tout en respectant le caractère et sans faire des projets forcément qui sont à un coût élevé et puis vraiment s'imprégner du contexte. Je ne sais pas si vous voulez dire un mot, on verra avec Madame de Vallico. Oui. Ça, je ne sais pas si quelqu'un ne connaît pas le CAUE. Vous connaissez tous le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement? Oui. Moyen, non. Alors, c'est un organisme associatif qui est issu de la loi de l'architecture de 1977 et on est là pour mettre en avant l'architecture, l'urbanisme, l'environnement, le paysage, surtout le territoire. Alors, nous on est en Mayenne, mais vous avez ici ce soir le directeur du CAUE du Maine-et-Loire, donc Jean-Pierre Ducos, mais du coup il y a des CAUE presque partout en France aujourd'hui, il y en a 93, donc on est là aussi bien pour faire du conseil aux particuliers, à titre gratuit. Donc vous avez des projets, vous avez des questions, on est là pour essayer de vous aider dans votre démarche, aussi bien en paysage qu'en architecture et urbanisme. On fait un peu la même chose, et vous suivez ou pas nos conseils. Vous venez nous voir comme un peu chez le médecin, on fait une petite consultance, et puis avec des éléments, on n'ira pas chez vous, mais on essaiera de vous aider. On fait un peu la même chose pour les collectivités, sauf que là, c'est des études plus longues, plus poussées, comme il y en a déjà eu sur Saint-Denis. Alors, Saint-Denis d'Anjou, c'est quelque chose d'historique pour le CAUE de la Mayenne, parce que l'ancien maire, c'était le président du CAUE. Et donc, il y a eu, je crois, beaucoup d'études sur Saint-Denis. Donc, on est là aussi pour aider les collectivités à réfléchir et à aider à savoir ce qu'on va faire en aménagement du territoire. Et là, c'est nous qui nous déplaçons, on fait une petite étude pendant quelques temps, et puis ensuite on le rend soit devant le conseil municipal, une commission ou une réunion publique. Et puis on a des moments comme ce soir d'information, sensibilisation, formation, pour tout public. Donc ça peut être aussi bien des élus, des agents, du grand public, des enfants même, il nous arrive de faire des actions avec des petits, avec tout le monde, et sur toutes les thématiques de l'aménagement du territoire. Le CAUE vous raconte des choses et après vous faites ce que vous voulez. On a une petite équipe, qui est en partie là ce soir, avec Valentine Bouer, jeune architecte au CAUE. Alexis, il est avec nous, mais il est prestataire, il est là pour nous aider, il capte à chaque fois qu'on fait ce type de réunion, d'événements. Anna Le Calvet, qui est aussi jeune architecte au CAUE, et puis surtout pour ce soir, Mathilde Dudron, qui est là en tant que paysagiste. On n'est pas tous à plein temps, le reste de l'équipe, c'est surtout 2 architectes et Coraline, qui est une assistante de direction. Et on essaye de faire au mieux avec les demandes qu'il y a sur le terrain. Voilà, et nous sommes basés à Laval. Vous pouvez venir nous voir quand vous voulez. En ce moment, on a une exposition sur des projets de réemploi avec du réemploi de matériaux. Mais vous venez quand vous voulez. Et après, du coup, déroule-le et puis après tu pars. Ouais. Du coup, bon, on a fait la petite balade. Ensuite, on va avoir une... alors, c'est tout de suite que, Alexis, tu vas parler, peut-être avec vous et peut-être en cours de route avec Madame le maire, sur les actions précises qui se passent ici. Ensuite, on aura une présentation avec Camille, donc paysagiste, qui va nous parler d'un ouvrage qui est en cours et qui montre justement des choses très simples et plutôt, ça s'appelle Utopie rustique, mais c'est pour montrer qu'avec peu de moyens, on arrive à faire des choses. On aura Madame le maire de Chemazé, Madame Fouilleux, qui a une petite étude aussi avec Mathilde sur sa commune, qui montrera aussi, enfin, des frères duo, je ne sais pas, sur
comment ça s'est passé aussi pour votre commune. On parlera des haies et du bocage avec François, je ne sais plus, ça doit être vous, voilà, parce que les haies font partie aussi même des centres bourgs. Et puis aussi un retour d'expérience avec Alain Janvier, voilà, qui n'est pas en Mayenne, qui est un monsieur qui travaille sur les communes et dans la Sarthe et qui nous a été recommandé par nos amis du CLE de la Sarthe. Et vous avez travaillé pas mal avec le CLE. Puis on finira par un petit cocktail. Et Mathilde, vas-y. Alors, rentrons dans le vif du sujet, mais justement, avant de faire ça, pourquoi on a choisi ce sujet-là? C'est peut-être la première chose. Dans les communes, on le sait, au niveau des élus, la première chose que vous voyez, c'est que vous êtes complètement immergé dans le territoire, et la plupart du temps, c'est tout ce qui est problème. Donc, allons-y, les problématiques. On a vraiment besoin d'adapter les espaces au changement climatique. On a une diminution des ressources en eau, donc du coup, une rareté au niveau de l'été, on ne peut pas, des arrêts des coupures d'eau. On a l'arrêt de l'utilisation des produits phytosanitaires depuis un moment déjà, même au niveau des cimetières et des espaces de sport. On a des budgets des espaces verts qui sont souvent bas, liés à une diminution des moyens financiers. Et souvent, c'est au niveau du budget des espaces verts que ça pêche le plus pour les communes. Forcément, on réduit là où on considère que, comme on l'a vu, c'est du luxe. Une diminution des moyens humains aussi, liée bien sûr aux diminutions des moyens financiers. Mais toutes ces contraintes, tous ces problèmes qu'on voit en tant qu'élu et sur les communes, et même en tant qu'agent, on s'en rend compte, en fait, on trouve que c'est une injonction tout simplement à mieux faire, à prendre le temps, à réfléchir, à tester, à échanger, et du coup à avoir des choses qui sont plus pérennes, plus durables dans le temps au niveau des communes. Donc voilà pourquoi gestion soutenable, quelque chose qui dure dans le temps. Et pour en arriver là, c'est marrant, on parle de la même chose, mais la première chose à faire, c'est quand même de voir ce qui est déjà là. Donc voilà, c'est pas volontaire. En premier, on ne s'est pas concerté, mais l'importance d'un bon état des lieux. De d'abord voir ce qui est présent sur la commune, état des lieux, mais aussi état des moyens. Parce que même si on peut les augmenter légèrement, on ne peut pas réaliser des choses ou considérer si on ne sait pas qui va entretenir, combien de temps il y a pour cet entretien, quel type d'entretien, quel matériel on a sur la commune pour pouvoir entretenir, est-ce qu'il y a des réseaux pour pouvoir avoir des échanges de matériel. Tout ça, c'est quelque chose qu'on doit savoir dès le départ. Et puis aussi, qu'est-ce qui existe en termes de patrimoine, à la fois de récits, donc quelque chose qui se transmet, d'identité de la commune, de quoi ça parle, de patrimoine, quel type de pierre, quelle est la géologie, le type de sol, tout ça, c'est un bon état des lieux. Donc voilà, les surfaces, gestion de plantation, les revêtements, les types de sol, les usages, comment on utilise les différents espaces, et puis s'il y a des problématiques en cours. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est aussi de regarder le contexte. Où est-ce qu'on est? Dans quel territoire? Quel est le paysage autour? Quels sont les enjeux, les dynamiques? Mieux comprendre son contexte. Alors, je sais que ça paraît évident, et généralement, quand on raconte après le territoire, tout le monde nous dit oui, on connaît. Mais il faut mettre les mots dessus. Il faut se mettre autour de la table et réussir à avoir un discours clair, commun. Comme ça, après, on peut avancer. Mais d'abord, si on n'a pas le discours commun et puis la base, on ne peut pas construire quelque chose si on n'a pas le socle. Moi, je recommanderais juste, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas que ça existe, mais il y a un atlas des paysages des Pays de la Loire, qui est, ma foi, pas mal du tout, et qui, en fait, permet d'écrire les paysages autour de nous, et les différents enjeux, les dynamiques de ces paysages. Alors, c'est pas du tout plomb ou très suranné là-dessus, non, c'est très concret, et ça permet de mieux comprendre comment est-ce qu'évolue le paysage autour de nous, mettre des mots dessus, et essayer de faire en sorte que ça évolue de la meilleure manière derrière, surtout quand on est élu et qu'on doit prendre des décisions. Voilà. Et puis une fois qu'on a vu tout ça, une fois qu'on a notre socle, une fois qu'on connaît bien, il faut quand même encore être autour de la table. Donc, il y a quand même du temps avant, mais il va falloir essayer d'avoir une stratégie globale. Parce que certes, on peut faire des petits projets, des petites choses par-ci par-là, et c'est très intéressant, et c'est comme ça que ça fonctionne, mais avant, il faut quand même un plan global. Il faut qu'on ait une vision à long terme de la commune, une vision de qu'est-ce qu'on veut, maintenant qu'on sait son histoire, on sait son socle, comment on la fait évoluer. Donc ça évite de défaire, ça c'est vrai. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas refaire ou avoir une boucle, on va le voir avec l'utopie, mais ça évite de défaire complètement ce qu'on a fait. Parce que ça, on le vit généralement mal quand on fait ça. Mais ça permet de faire petit à petit, de planifier et avoir un résultat cohérent.
J'ai pas mis résultat final parce qu'en termes de paysage, et quand on joue avec le végétal et même avec la pierre, on n'a jamais de résultat final. Et le but, c'est pas d'avoir un final, c'est d'avoir un cadre de vie qui va évoluer au fur et à mesure et cohérent et agréable pour tout le monde, que ce soit habitant ou visiteur. Et puis la dernière chose que je dirais, c'est qu'une fois qu'on a notre stratégie globale, ça y est, là on peut y aller. Là on part, mais on n'est pas obligé de faire des gros projets, on peut faire des petits projets. Parce que c'est l'unique ressource essentielle pour pouvoir faire évoluer la végétation au niveau d'un bourg ou même d'une commune un peu plus grande, et là on se rejoint encore, bah, c'est la population, c'est l'humain. C'est la seule ressource essentielle dont on a besoin pour faire des projets. Pas nécessairement beaucoup d'argent, mais beaucoup de moyens humains. Parce que c'est ça qui est le plus important, et quand on commence à avoir 1-2 personnes intéressées, généralement ça fait boule de neige. De même que quand on voit dans une rue, quand il y a un pied de mur qui est fait, généralement les autres habitants ils vont demander aussi à avoir un pied de mur. Bah, c'est pareil. Et généralement, un petit projet bien pensé, bien positionné, bien dimensionné, on a trop bien réfléchi, qui s'intègre dans la stratégie globale, où certes ça peut faire petit sur le moment, mais on sait qu'il y en aura plein qui vont y s'aimer comme ça, et ben c'est la meilleure chose à faire. Donc c'est pour ça qu'on voulait s'implanter à Saint-Denis-d'Anjou, et c'est pour ça qu'on vous a choisi tous en tant qu'intervenants, et j'espère que ça vous apportera beaucoup cette soirée. Et moi, je vous laisse parce qu'on passe à la stratégie de l'organisation. Merci Mathilde. Donc du coup, je vais vous présenter rapidement le cadre de la démarche au-delà du circuit des clos, dont on a eu un petit aperçu là en faisant le tour. Comment ce circuit des clos, en fait, c'est une déclinaison d'un schéma plus large et à plus long terme et à plus grande échelle sur la commune de Saint-Denis. Madame le maire, est-ce que vous voulez dire donc le thème d'aujourd'hui, gestion soutenable des espaces végétalisés, ça c'est l'introduction, enfin c'est le cadre posé par le CIE. Une économie de ressources et de moyens, donc comment on arrive à faire des choses sans avoir trop de moyens, mais j'ai rajouté quand même l'idée d'un développement. Nous on intervient toujours dans le cadre, pas juste d'une régulation et d'un réajustement qui pourrait être ce qu'on ferait dans le cas d'un plan de gestion par exemple, un truc qui s'est fait beaucoup à un moment, qui se fait un peu moins maintenant, mais l'idée du plan de gestion, nous on essaie d'aller plus loin là, en augmentant en fait la masse végétale, la nature dans le village. Donc sur la commune de Saint-Denis, comment ça se traduit? Avant de rentrer dans le détail, ce qu'on fait toujours en introduction, c'est de rappeler que certes il faut être économe et il faut être durable, soutenable, etc. Mais que le végétal rend déjà un certain nombre, suffisamment de services et de fonctions, remplissent déjà un nombre de fonctions tellement important que pour climatiser la ville, travailler l'identité et être support d'usage, mais aussi pour être un réservoir de carbone, d'eau et pour l'écologie, on n'aura jamais plus économe et plus soutenable que de travailler avec le végétal. Et aujourd'hui, encore une fois, l'entrée principale qu'on a, c'est la gestion de l'eau. Pour travailler le végétal, c'est d'abord la gestion de l'eau qui nous y amène. Et l'autre chose qui nous a amené en particulier à Saint-Denis, c'est l'idée de rafraîchir. Et on l'a oublié les 2 étés passés parce que c'était plutôt pluvieux et humide et on aurait aimé avoir un peu moins de rafraîchissement. Mais je pense que les canicules qui vont se succéder sur les années qui viennent vont nous rappeler combien l'alliance avec le végétal est importante dans les bourgs. Donc quand on parle de renaturation, la première chose qu'on fait, c'est un inventaire des lieux dans lesquels on peut renaturer, augmenter la masse végétale. Et on dit renaturation, c'est un mot valise, mais c'est quand même celui qui parle le plus aujourd'hui, et c'est même celui qui a été choisi par l'État pour des projets de renaturation, de fonds verts, etc. Et ça peut se traduire par contre de plein de manières différentes. C'est-à-dire que, comme je vous le disais en introduction, ouvrir un point de vue sur un fond de vallée, c'est déjà pour nous faire une forme de renaturation. C'est de attirer l'attention sur un environnement naturel qui s'est enfermé ou qu'on a perdu de vue. Littéralement perdu de vue. Ensuite, la chose d'après à faire, c'est ne rien faire, ou juste être dans l'accompagnement de végétation et de dynamique spontanée. Ici, là, sur ce parking
qu'on voit plutôt stériles, en fait, il y a des perovskias qui sont en train de ressortir et de pointer au travers du géotextile, de tout un tas de choses qu'on a mis pour artificialiser ce lieu-là. Mais en fait, si on laisse le végétal venir, il finit toujours par se réinstaller. Une autre forme de renaturation, pour dire qu'on n'est pas forcément sur le découtage qu'on peut avoir là, qu'on aura demain ici au pied de ce mur, c'est passer d'une pelouse à un arbre sur la même surface, hein. Laisser muter ce qui est aujourd'hui une pelouse en surface arborée et avec une prairie en dessous, bah pour nous c'est en surface on n'a rien changé. Si on est dans le calcul ZAN ou des choses comme ça par exemple, les élus ça doit vous parler, on n'a rien changé, mais par contre en termes de masse végétale vivante, etc., bah, on n'est plus du tout sur les mêmes ratios. Je passe sur les autres rapidement. Alors là j'ai pris l'exemple de Juigné, parce que cette démarche-là de schéma de renaturation et de végétalisation, c'est quelque chose qu'on a commencé dans les tréfonds des lotissements du 49, avec le CUE notamment, et petit à petit on l'a développé, on l'améliore. À Saint-Denis il y avait vraiment un point, c'était une sorte de prototypage, et qu'on a redéveloppé, notamment à Juigné-sur-Sarthe, donc une commune qui n'est pas très loin d'ici, et où on a fait cet exercice de catégorisation et d'indexation. Donc vous voyez que c'est un truc qui n'est pas très sexy, mais au final quand on arrive avec ce tableau-là, qui est notre tambouille à nous, à dire aux habitants, aux élus, bah, en fait sur votre commune sur laquelle vous avez l'impression qu'on ne peut pas faire grand-chose, bah, finalement on a nous identifié 2 hectares de renaturation potentielle et qu'on peut planter 600 arbres. C'est une petite commune, hein, ça fait 1000 habitants, Juigné, enfin le bourg, là, c'est parti. Bah, tout de suite la donne elle change, quoi. Et on a un autre point de vue sur le potentiel de la commune. Donc ça c'est pour la partie inventaire. Dans un deuxième temps, on vient... cet inventaire-là, il y a plein de communes sur lesquelles les agents, une fois qu'on a donné les clés et de compréhension de où est-ce qu'on peut planter et qu'est-ce qu'on peut planter, où les agents sont capables de le faire. Et il ne faut pas hésiter, s'il y a des élus parmi vous, à vraiment les inviter à faire ce travail-là. Découtage, c'est pas très simple, c'est pas très compliqué. On met un coup de scie, on ouvre une fosse, on met un peu de terre, et il y a du végétal qui va s'installer. Par contre, ce qui est un peu plus compliqué, c'est l'approche paysagère, et nous sur lequel on essaie d'apporter une plus-value. Parce que là, vous voyez, dans le cas de Saint-Denis, par exemple, en fait, les surfaces sur lesquelles on va pouvoir mettre le plus de végétal, augmenter le plus la renaturation, et ben, ce sont des surfaces qui sont surtout des lotissements, des zones pavillonnaires dans lesquelles on a des surfaces, une déprise foncière, ou en tout cas une densité foncière qui est très basse, et avec des grands espaces qui ne sont pas très utilisés, et dans lesquels finalement on peut venir planter très densément. Mais dans lesquels c'est aussi déjà planté. Vous voyez que là, ici, dans ce lotissement, vous avez des massifs de vivaces, mais c'est des kilomètres. C'est littéralement des kilomètres de massifs de vivaces. Et sur lesquels les agents sont mobilisés en proportion de manière très importante. Donc nous, notre travail, c'est de poser la question, avec l'approche paysagère, de où est-ce que c'est légitime et judicieux de travailler le végétal. Est-ce que c'est au fond du lotissement? Là, on est vraiment au fond du lotissement. À part les riverains, personne ne passe là. Qu'est-ce qui va être rentable comme investissement pour la commune en termes de qualité de cadre de vie, de visibilité, de rayonnement, parce qu'on a quand même cette petite cité de caractère, les villages fleuris, on a une question d'image. Est-ce que d'aller planter le lotissement, c'est rentable? Et pendant ce temps-là, on a la place principale du village qui est aujourd'hui plutôt un carrefour. Donc là, je caricature parce qu'il va être repris, tout ça, il y a plein d'idées en cours. Mais aujourd'hui, voilà l'état, l'image qu'on a de Saint-Denis-d'Anjou, c'est la traversée de bourg et le carrefour. Où là, ceux qui sont arrivés par Morane, par exemple, et le sud du 49, c'est ça qu'on voit. Alors qu'il y a la rivière qui passe juste à côté et que c'est un lieu potentiellement qui est vachement intéressant. Donc nous, notre travail, c'est de dire, bon, bah, peut-être que là, c'est pas forcément là où on peut planter et on peut renaturer qu'il faut pour autant renaturer. Donc on joint l'idée de la stratégie globale, où c'est pareil, on utilise des outils qui sont les nôtres, qui sont assez obtus, qui peuvent être un peu difficiles à intégrer quand on présente ça aux habitants en leur disant, voilà le plan de renaturation. En général, la salle se vide. Mais nous, on s'en fiche, on a notre feuille de route et on est capable de décliner ça après avec des petites images. Et de dire, bon ben voilà, en fait, vous voyez, le lotissement là sur la parcelle sur laquelle vous avez une rampe PMR
mais qu'en fait elle est tondue toutes les semaines à Rhin, alors que finalement elle n'est pas si utilisée que ça, bah, finalement voilà ce que ça peut donner si on vient juste planter des arbres et tondre un peu moins souvent. Pareil dans le lotissement, ou pareil là on est sur une dent creuse dans un lotissement et on dit bon bah en fait on va la fermer cette dent creuse et puis on va laisser la végétation se développer à l'intérieur. Ça parle plutôt. Ensuite on dit bon bah voilà les 600 arbres, alors sur la commune de Saint-Denis c'était un peu moins que ça, c'était 279. Très précis, vous voyez. Parce qu'il y a plusieurs communes qui nous appellent aussi parce qu'ils nous disent bon bah voilà on aimerait bien planter des arbres pour les enfants de la commune, mais on ne sait pas où. Ça c'est aussi une entrée intéressante. On a de la place, mais on a peur de planter un arbre au mauvais endroit. Donc est-ce qu'on peut avoir une réflexion un peu globale pour savoir dans les années qui viennent, plutôt que réfléchir au coup par coup, comment on peut planifier un peu la plantation des arbres. Ce qui est super important, c'est d'accompagner dans la durée. Donc nous, on fait un schéma, on identifie les lieux sur lesquels on peut porter des actions, et on montre comment elles peuvent se décliner dans le temps. Là, par exemple, la parcelle que je vous montrais tout à l'heure, qu'on laisse s'enfricher avec une végétation spontanée, donc qui est tondue toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, je ne sais plus. Bon, bah, si on la laisse se végétaliser spontanément, comment ça se passe? Comment on n'en fait pas juste un roncier et un nid à charbon qui fait peur à tout le monde avec les vipères et tout ça. Et comment, en 2 ans, finalement, on a une petite strate herbacée qui s'installe, et puis petit à petit, on va intervenir quand même, mais de manière très ponctuelle et très... je pense Camille, c'est un peu le sujet aussi que tu aborderas derrière, pour, dans 30 ans, peut-être avoir vraiment une strate arborée qui s'installe, et qu'on a, une fois passé le psychodrame des serpents, on est finalement une strate arborée bocagère presque qui sont installées, mais sans qu'on ait rien fait d'autre que de jardiner un petit peu. Toc. Mais même si on fait ça, même si on fait des finches qui planifient dans le temps, etc., on se rend compte que c'est quand même, il y a des sujets, il y a, dans la commune, tu parlais des problèmes que doivent gérer les élus, de stationnement, de voisinage, de subventions, machin, bidule, tout ça. Bon, on n'a pas toujours l'œil sur tout ce qui se fait dans le monde du végétal. Et j'ai quelques anecdotes à raconter sur Saint-Denis, où en fait il y a des coups qui sont partis, et des plantes qui n'ont pas été plantées là où il fallait, et avec des essences qu'il ne fallait pas. Alors qu'on avait fait un super schéma en disant, bon là, on doit mettre ça, et comme ça. Et en fait, au final, c'est tout le contraire qui a été fait. Donc du coup, je dis, à quoi ça sert qu'on ait bossé avant, et en fait, quand on gère une commune, évidemment qu'on n'a pas forcément toujours le nez sur le plan de l'architecte, et que c'est aussi son boulot, et c'est aussi son expertise. Donc on a mis en place un truc un peu particulier sur Saint-Denis, il n'y a que ici qu'on fait ça, pour l'instant. C'est... Alors on voit rien du tout sur le... Non, on voit rien du tout. Bon, je vais vous expliquer. On fait une sorte de permanence d'accompagnement pour la commune, où en fait dès qu'il y a un sujet d'aménagement qui arrive sur la table, donc installer des places de stationnement, changer l'aile du cimetière, gérer l'entrée et l'accueil des élèves à la sortie de l'école, enfin dès qu'il y a une opération à mener, changer la clôture d'un équipement, etc., mais qui ne mérite pas, on est dans un entre-deux, entre ce que l'agent peut faire tout seul, et ce qui devrait passer en marché avec une maîtrise d'œuvre, etc., une complexité d'ingénierie plus importante. Donc entre deux, il y a quand même toute une zone greens et une zone de flou, de plein de petits aménagements qui sont quand même déterminants pour la commune, planter un massif derrière la supérette, et sur lesquels le rapport entre l'aménagement et le schéma, il a besoin d'être fait, et que c'est nous qui le faisons. Donc on a un système de permanence comme ça, on vient à peu près tous les 15 jours, et on regarde des sujets, on valide des sujets. Et les agents, ils ne se sentent pas dépossédés du coup? C'est eux qui mettent les sujets sur la table des fois, ou qui vont nous poser des questions. Là, l'autre jour, ils nous ont appelés, donc dans ce cas-là en particulier. Donc là, on est sur un cas d'un talus qui s'effondrait, parce que les voisins en haut du talus, donc c'était un talus, une belle haie bocagère avec des frênes, ils ont été coupés parce que ça faisait de l'ombre et des feuilles dans
sur la parcelle, et maintenant le talus s'effondre. Voilà. Donc maintenant que les riverains ont demandé l'abattage des arbres, ils reviennent voir la mairie en disant bon, maintenant il faut consolider le talus. Et il faut le mettre des parpaings, enfin il faut avoir une solution de maçonnerie qui va coûter cher, mais qui va être solide, quoi, un truc solide. Et donc nous, ce qu'on a proposé à la commune, c'est de dire ok, on verra après. D'abord, peut-être qu'on peut solliciter les, je ne sais pas si vous avez entendu parler des SFN, des solutions fondées sur la nature. C'est un truc à la mode, mais en fait c'est juste réactiver un savoir-faire paysan. Donc comment on fait une haie et comment on accompagne ce qui est aujourd'hui une prairie, un talus avec plein de ronces et plein de cochonneries dedans. Comment on arrive demain, sans planter et sans trop aménager, à ce que ça redevienne une haie, mais peut-être un peu différente que celle d'avant. Et donc, parce qu'en fait, quand on est allé sur le talus et qu'on a regardé ce qu'on pouvait planter, on s'est rendu compte qu'il y avait déjà tout ce qu'il fallait, que la banque de graines et d'arbustes était déjà en place. Donc ce qu'on a proposé, c'est juste de les protéger et de dire, bon, vous tournez autour, vous ne les fauchez pas tous les ans, et l'année prochaine c'est des arbustes, et dans 2 ans c'est vraiment des arbrisseaux. Et ils ont, même si au début ça a changé un peu les habitudes, en fait ils ont plutôt adhéré. Et la semaine dernière, c'est eux qui ont appelé pour dire on ne voit plus les petits filets et les pieds qu'on avait marqués. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on intervient? Est-ce qu'on laisse encore la strate-herbacée se développer? Et donc on a échangé ensemble et puis on a dit bon non, on les redégage. Si vous reprenez la route pour repartir du côté de Sablé, c'est le talus qui est en sortant sur la droite. Voilà. Donc l'idée c'est de dire d'être l'interlocuteur un peu de référence pour ces sujets-là. Nous, on n'est pas, et moi encore moins, je ne suis pas du tout botaniste et en gestion du vivant, je ne suis vraiment pas une référence. Mais on a un petit savoir-faire qui nous permet de conseiller et de faire toujours, surtout, l'articulation entre la petite échelle et le pied de talus et la vision un peu globale et l'équilibrage à l'échelle de la commune. Parce qu'au final, l'idée c'est quand même qu'il n'y ait pas plus d'agents et qu'il n'y ait pas plus de travail, mais qu'on travaille peut-être un peu moins dans le lotissement et un peu plus dans le cœur de pays. Voilà. Merci. Je suis en retard. Oui, juste pour compléter ce qu'a dit Alexis, bonsoir à tous, bienvenue à Saint-Denis-d'Anjou, donc je suis Dominique de Valicourt, le maire. Il y avait un vrai enjeu, moi quand je suis arrivée, mon premier mandat, c'était un mandat d'adjoint en 2014, et je me suis retrouvée à faire le plan de gestion différencié pour la 3e fleur. Alors c'est pas mon domaine, j'y connais rien, c'était hyper technique et surtout hyper pas opérationnel en fait. Les agences ne sont pas emparées, on n'en a pas fait un outil de travail, c'était assez décevant. Quand le jury est repassé au début du mandat actuel, on n'avait pas beaucoup avancé avec cet outil-là et j'aurais dit mais moi je ne sais pas quoi en faire en fait de ce truc-là. On avait fait un super travail des étudiants d'Angers, c'était joli mais c'était pas du tout opérationnel et c'est de là qu'est venue la réflexion de dire il faut qu'on se dote qu'on travaille différemment. Il faut qu'on travaille différemment, on veut garder notre fleur quand même, on va garder mais avec des engagements. Et avec, au-delà de cet aspect-là, il y a l'aspect de zéro phytosanitaire. Comment on entretient et comment on fait évoluer la perception de la population par rapport à ce sujet, mais aussi la perception des agents, parce que pour eux aussi c'est un peu traumatisant de voir de l'herbe et de ne pas pouvoir intervenir partout, et nous on ne peut pas embaucher 10 personnes pour gérer ça. Et puis après, il y a aussi la perception de la population en général et comment ils interviennent effectivement dans nos projets. Donc à partir de là, on a bien vu que c'était très technique. Alors Jean-Yves qui vous a accueilli, qui est le premier adjoint, très, très impliqué, Raymond bien sûr, qui gère les services techniques, on a bien vu qu'on manquait de compétences en fait. Et c'est là qu'on s'est rapproché d'Alexis et de son équipe pour nous accompagner à la fois dans les gros projets qu'on porte, puisqu'on est sur un gros projet de revitalisation de centre-bourg, avec un volet renaturation, comme nous demande l'État pour la DETR. On renature, on crée des courroisies, on réfléchit à tout ça, mais à un moment donné, c'est effectivement comment on gère et comment on le conçoit pour que ce soit effectivement soutenable, c'est toute la thématique
Et c'est en y allant par petites touches, en sensibilisant aussi les agents par petites touches aussi, que je pense qu'on peut bâtir quelque chose de long terme. Mais il ne faut pas... je pense toujours à ce plan de gestion différenciée qui est un outil qu'on plaque, et comme beaucoup d'outils, finalement, ça reste là. Donc cette approche par petites touches comme ça, même sur ce talus, là, on a fait une rencontre avec les riverains, on a échangé, etc. Et quand Alexis explique, ça leur semble tellement évident en fait, qu'il ne faut pas faire de l'enrochement, qu'il ne faut pas bétonner, qu'il ne faut pas... Et finalement, la parole commence à circuler. C'est l'enjeu aussi. C'est du long terme, mais à un moment, il faut démarrer. Voilà, ce que je voulais dire en complément. Merci Alexis. Eh bien, ça va être maintenant autour de Camille Fréchouf sur la notion d'utopie rustique. Bonsoir, moi je m'appelle Camille Fréchouf, je suis paysagiste conceptrice et je suis à mon compte depuis 15 ans. Et là c'est pas tant pour parler de mon travail que je suis là, mais parler d'un ouvrage qui est en cours et qui va être édité après cet été normalement. C'est toujours un peu long, la maison d'édition. Voilà, et en fait, là, je représente... En fait, je parle au nom de tous les auteurs et les autrices qui participent à cet ouvrage. Moi, je suis on est le comité de rédaction, mais parce qu'en fait, c'est nous qui avons un peu géré tout ça, donc avec François Roumet, Marc Frumeur et Meryl Seppier. Donc, on est des paysagistes. Et en fait, il y a à peu près 25 personnes, en fait... Qui ont écrit, qui ont participé à ce bouquin. Et en fait, pourquoi est-ce que j'ai été invitée ce soir, c'est que c'est surtout pour, au-delà de ce livre-là, mais c'est plutôt de parler d'une méthode, d'une manière de faire du projet, aussi d'une certaine philosophie de projet. Alors, je vous ai tout dit. En fait, la particularité là, de tous et toutes dans les projets qui sont présentés, c'est qu'on est paysagiste, mais quand même pour beaucoup, la plupart, on est aussi jardinier, on est des gens qui font du terrain, quoi. Et avec cette particularité de travailler aussi, de faire avec les ressources locales, l'existence qui est déjà là, mais aussi faire avec les gens, quoi, pour le dire assez simplement, donc les habitants, les services techniques, les élus. Donc c'est... puis bon, je vais passer rapidement, mais en gros, c'est des dessins qui ont été faits par Lucas Delafosse, qui d'ailleurs travaille au Pays de Cran en ce moment sur un atlas de paysage. Mais c'est un hasard, mais voilà, il est pas loin. Et donc, en fait, en gros, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, en fait, c'est que plus... ça, c'est une manière de voir les choses, mais plus la qualité de l'état de lieu de ce qui est déjà là, plus elle est élevée, plus on y passe du temps. Et souvent, on peut réaliser des économies de moyens matériels, en fait, parce que voilà, on a identifié en fait, les forces, les richesses, le patrimoine, les dynamiques végétales qui sont déjà en place, tout ce qu'on a vu. Vous avez vu la végétation spontanée, c'est une sacrée dynamique qui est gratuite en plus. Puis aussi tous les moyens matériels qu'on peut avoir dans les communes, quoi, et les savoir-faire des services techniques. Puis voilà, c'est cette idée-là, quoi, de se dire, en fait, la qualité du projet, souvent, elle est liée aussi à la main-d'œuvre. En fait, c'est les projets qu'on va vous montrer. Ils sont souvent, ça demande pas mal de matière grise, ça convoque pas mal de main-d'œuvre et ça rassemble beaucoup de savoir-faire autour du projet. Donc ça, c'est les projets qu'on appelle plutôt linéaires, que vous connaissez, quoi, qui sont plutôt les déroulés des marchés publics, avec quelque chose comme ça qui se déroule, où on fait d'abord la programmation. Après, sur cette base de programmation, on fait la conception, puis après, on a la réalisation, donc le chantier, maître d'œuvre, entreprise. Puis après, il y a tout ce qui suit, la gestion, donc avec les gestionnaires, et souvent les services espaces verts et la collectivité.
Et ça a l'air très compliqué comme ça, mais en fait, c'est une manière de dire qu'en fait, ce déroulé linéaire, il peut être aussi très lourd à porter. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que vous avez avancé, on ne peut pas, si on dit qu'on ne fait pas marche arrière en fait, sur ces différentes phases. Donc là, nous, ce qu'on raconte en gros, c'est plutôt de se dire de prendre le temps. Enfin, c'est vraiment tout ce que vous avez dit avant aussi. C'est de faire des essais aussi, d'avancer petit à petit, de pouvoir tester des choses, même temporaires. En fait, c'est tout bête, mais sur une place publique ou un jardin public, il y a des choses qu'on peut mettre de manière provisoire, le tester, puis se dire, en fait, si ça fonctionne bien, on va peut-être mettre en œuvre des matériaux plus pérennes. Donc c'est un peu ça ce que ça veut dire. Et ça a l'air compliqué, mais en général, dans les petites communes, vous faites déjà des choses comme ça. Enfin, c'est quand vous réalisez en régie, dans le coin, on voit beaucoup de projets. On voit beaucoup de projets qui sont faits comme ça et qui n'ont pas attendu d'avoir un schéma. Hop, je vais vous montrer les projets. Hop, je fais un peu plus court. Mais bon, en gros, l'idée c'est ça, pas mal de matière grise aussi. On parlait de mettre les gens autour de la table. Et c'est ça en fait, c'est de se dire aussi que la qualité de projet, elle ne dépend pas forcément d'énormes ressources financières, mais qu'en fait aussi, en discutant et en se mettant en synergie, disons, autour de la table, ça permet en fait de développer des choses de qualité, même avec des ressources modestes en fait. Hop. Et puis voilà, on a des trucs pour illustrer la pénibilité, le formalisme des marchés publics, mais bon, c'est des choses en tout cas les élus, vous connaissez quoi. Et c'est de se dire qu'en fait, l'équilibre de l'entraide, c'est de se dire, qu'est-ce qu'on a en fait, c'est vraiment le faire avec au sens très large quoi. Et c'est pour ça que je disais que souvent, vous avez déjà fait des choses comme ça. Et l'idée là, c'est de vous montrer ça c'est un peu tous les projets, ça c'est dans le bouquin, je ne vais pas vous montrer tout ça, je vous en ai montré que quelques-uns. Donc ça c'est un peu tous les auteurs, les autrices, puis tous les... C'est comme des articles en fait qui racontent à chaque fois les projets, comment ils ont été faits. Donc là je vous montre un exemple qui est à Mérouville. Vous pouvez m'interrompre si j'oublie quelque chose, si c'est pas très clair, ça va. Et donc là je vous montre des projets, donc là c'est François Roumet, il n'y a pas de projets qui sont à moi, mais c'est juste la sélection, c'était pour vous montrer des échelles un peu. Donc Mérouville, c'est des petits villages comme ça qui sont très éparpillés avec des grandes plaines céréalières. La Beauce. Ouais, voilà, c'est la Beauce quoi. Ça c'est leur place publique parce que en fait il y a des problèmes en fait on parlait de pourquoi il faut des imperméabiliser, il y a des petits soucis d'infiltration des eaux, et notamment parce qu'en fait ils ont perdu cette culture et cet usage en fait de tout le réseau hydraulique qu'ils avaient dans ces villages-là quoi. Donc c'est assez concret hein, du coup. C'était pas une promenade du tout ce canoë. Et donc là on voit en fait à l'époque la rue principale. Puis on voit là, évidemment à l'époque c'était pas du tout imperméabilisé, puis on voit en fait la pompe. Et c'est un puits avec. La pompe, en fait, c'est le cheval qui tourne autour pour faire remonter l'eau. Et donc là, c'était l'idée de. En fait, ils avaient. Cet espace-là, il était. Là, c'est actuellement, il est en gravillonné, quoi. Et donc la pompe était cassée. C'était sur la photo. Oui. Je n'ai pas reconnu, là. Je pense que. Ça date un peu. Et donc, il y avait cette commune, le maire. Mais toi, tu connais mieux que moi alors ce projet, parce que c'est pas mon projet. Ce projet-là, ouais. En fait, tu veux... En fait, c'était typiquement, parce que ce que tu n'as pas dit, Camille, c'est que François Roumet et Marc Lénard, ce sont donc les chefs du département d'écologie de l'école du paysage de Versailles. Et donc, ils ont partagé ce savoir-faire et cette démarche avec toute une génération, et on en est tous un peu imbibés aujourd'hui, le paysagiste concepteur. Et là, on est arrivé dans une commune, donc la Beauce, vous connaissez, c'était quand même pas la référence qu'on cite en premier quand on parle du végétal, en tout cas pas en termes de pittoresque et de champêtre. Et là, on est arrivé dans une commune où François Roumet avait des
était en relation avec les élus, et en leur disant bon, ben, je vais venir faire travailler des étudiants, une petite association, et on vient un week-end et on transforme ce qu'on peut, on va baliser un peu les choses au départ, et on vient un week-end, on transforme ce qu'on peut, et on va réinstaller du vivant dans le village. Donc c'était en 2008. Oui, ça date un peu. Et donc on a planté des saules par exemple en Beauce, alors, et lui il avait la connaissance et la maîtrise qui disait que ça allait pouvoir pousser dans des communes qui sont plutôt pas trop humides. Et ben, le saule en fait ça coûte rien, on a juste planté des bâtons. Enfin, vraiment zéro, le coût pour la commune de ces aménagements c'est le buffet du midi. Donc les étudiants mangent beaucoup. Mais quand même, quoi. En comparaison avec un budget d'aménagement, c'était rien du tout. Et ça a transformé assez radicalement l'image de la commune. Du coup, c'est monsieur le maire qui est en train de réactiver la pompe, là. Exact. C'est ça. Et bon, bah, c'est encore mieux. Et c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais en effet, on est enseignant au département d'écologie de l'école du paysage de Versailles. Enfin, toi, tu es dans le département écologique ? En projet. En projet. Et donc moi j'enseigne aussi, et en effet voilà, c'était nos enseignants quoi. C'est écologie appliquée au projet de paysage, donc c'est très évidemment c'est en continuité de tout ce qu'Alexis vous a montré sur. Voilà, puis à la fin, ben voilà ça. Et en fait les plantes vous avez récupéré aussi beaucoup de choses en fait c'est les habitants et aussi des pépinières. Enfin, des boutures, donc chacun a coupé des trucs dans sa haie, puis on est venu les planter. Il y en a un certain nombre qui n'a pas pris, qui est mort, mais on s'était planté suffisamment dense, vous voyez, pour qu'au final, il y ait quand même un couvert qui soit trop important. Il a fallu recouper les pieds après parce qu'il y en avait trop. Quoi. Et puis, il faudrait qu'on aille faire une photo plus récente. Ça, c'est juste après. Donc, vous voyez, avec peu de moyens, là, en l'occurrence, c'est vrai que c'est vrai que c'était des étudiants aussi, donc là, je voulais commencer par un petit projet. C'est vous qui avez léché sous la sol du coup ou pas? Oui. Oui, d'accord, parce qu'on a avoir assez plus. Ensuite, là c'est le Paty des Guernazelles à Naveil. Les Paty, c'est les anciens, enfin c'est un mot pour dire pâturage. Là c'est un projet qui est un peu plus conséquent. Donc c'est juste à côté de Vendôme. Et donc c'est là, ça concerne la surface là, qui est en rouge, donc c'est assez grand. Et là c'est mairie CFT, encore une fois avec François Roumet, mais là c'était plus dans un cadre professionnel. Ils ont été amenés à travailler, vous voyez, donc vous avez ce grand lotissement. Et puis qui s'était un peu étendu comme ça au fur et à mesure sur les terres agricoles, qui était... En fait, le centre-bourg, il est tout petit, quoi. On le voit là un peu au fond, à côté du grand carré engazonné là-bas. Et vous voyez un peu la proportion qu'avait pris cet habitat là, assez dispersé. Et donc l'idée, c'est qu'ils avaient ce grand espace là qui entourait un rouge au milieu, qui était une ancienne prairie de fauche, mais qui s'était petit à petit, qui s'enfrichait, puis qui était aussi à la charge de la commune, donc ils ne savaient pas trop quoi en faire. Et donc voilà, en train de faire l'état des lieux. Donc vous voyez, avec un fort dénivelé, qui fait qu'il y avait quand même un point d'eau comme ça qui était installé. Et donc toute l'idée, c'était de se dire comment on transforme cet endroit-là en espace public, quoi. Donc et sachant que en fait donc ça fait plus d'1 hectare, donc ça pouvait demander des moyens assez considérables après. Il fallait que la commune puisse en fait continuer à le prendre en charge. Et encore une fois, ça a été fait en collaboration avec les services techniques, avec les habitants. Tu connais aussi ce projet, et donc là, c'est tout un savoir-faire un peu plus paysan qui a été mis en œuvre, en fait, donc là, un peu la gestion de l'herbe, et puis aussi comment est-ce qu'on peut fabriquer des clôtures. Vous avez vu là, avec des plissages, il y a eu des plantations, parce que là, pour le coup, il n'y avait pas... en fait, la mairie broyait une fois par an, voire tous les 2 ans, donc en fait, il n'y avait pas forcément beaucoup de végétation. Donc toute l'idée, ça a été de se dire on va faire un parc
autour de la question des différents états de l'herbe, en fait, de la pelouse jusqu'à la prairie, jusqu'au pré-verger. Et d'adapter, c'est aussi une forme de gestion différenciée, quoi, de se dire il y a des endroits où il y a besoin que ça soit très tendu parce que les enfants jouent à la balle, on a besoin d'espace pour se poser, où on a besoin de cheminer. Puis il y a d'autres endroits comme ça où en fait on sait qu'on peut les laisser au moins en prairie et se contenter d'une fauche par an. Et puis d'avoir un partenariat avec un agriculteur, parce que quand on commence à avoir des surfaces comme ça, évidemment ça devient intéressant en termes de production. Ça c'est des bancs qui ont été fabriqués aussi avec des arbres qu'avait fourni la commune. Je connais pas toutes les anecdotes, mais donc du coup là je pense que c'est un tracteur, là, ça devait être quelqu'un du coin qui a donné un coup de main. Et puis là, petit à petit, ça devait être la seconde année. Vous voyez, en fait, il y a des circulations, des cheminements qui ont été dessinés. Donc là, on commence à voir la prairie en fait, qui se lève. Et puis en fait, avec un entretien qui se concentre principalement sur la fauche des cheminements. Hop. Vous voyez, en fait, toutes ces différences de hauteur en fait, finissent par créer quelque chose d'assez sophistiqué, en fait, avec peu de moyens. Ça, c'était des totems qui ont été fabriqués avec du bois écorcé, en fait, pour aussi donner une visibilité, puis créer un peu de volume quoi, sur cette grande étendue très plane. Et puis aussi, ça permettait... en fait, ce qui est important aussi, c'est d'avoir une communication en fait, sur ces espaces-là qui sont un peu atypiques. Et donc ça permet aussi que ça soit compris et que ça soit respecté aussi. Puis voilà, là c'est le plan, vous voyez. Donc avec différents endroits comme ça, bosquet des saules, il y a un bosquet qui a été créé sur cette méthode là qu'on a évoquée. Enfin, vous savez, les saules ça se voit très facilement. Voilà, plutôt des... Il y avait, et tout ça a été fait en fait sur la base d'un état des lieux très fin, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où notamment c'était assez sableux, ils ont installé une pelouse plutôt sèche, plutôt drainante. Et puis petit à petit, en fait, avec cette mise en défend, on parlait de ça aussi tout à l'heure, d'arrêter de faucher. En fait, petit à petit, ça permet, c'est ce qu'on appelle les successions écologiques. En fait, c'est qu'au début, vous arrêtez de tondre, ça fait une prairie, le roncier s'installe, ou des pruneliers, enfin des essences un peu épineuses, et puis petit à petit, ça fait un effet pépinière, ça protège les jeunes plants des arbres et des arbustes, et qui finissent par se développer, faire de l'ombre, prendre la place des ronciers, qui peuvent plus se développer à l'ombre. Donc en fait, c'est comme ça que petit à petit, on constitue un bosquet, quoi, un petit boisement. Donc à certains endroits, c'est juste de la mise en défend, quoi. C'est vraiment les clôtures tressées là qu'on voyait au début. En fait, on n'y va plus. Évidemment, il y a un peu d'intervention et il y a une surveillance à avoir. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que comme l'école est juste à côté, en fait, ils ont développé un genre de classe verte, quoi, d'école dehors. Donc, ils peuvent investir ces endroits. Je dis pas ce temps. Oui. Voilà. Mais du coup, je vous montre juste rapidement. Mais en gros, je vous montre vite fait. Et ça, c'était plutôt... juste les... Mais ça rejoint un peu ce que vous avez mis en place aussi, d'avoir une permanence, en fait, d'être sur place, quoi, pour pouvoir développer des choses. Et puis là, c'était plutôt en Ardèche, ils avaient beaucoup de cailloux sur un terrain communal dont ils ne savaient pas trop quoi faire, et tout en n'ayant pas de place publique. Donc c'était tout l'enjeu, quoi. Donc là, c'est un collectif qui s'appelle Bivouac, hop, donc avec des habitants et services techniques, les fameux plans. C'est savoir faire des calades, en fait, c'est des choses qu'ils savaient faire là-bas. Donc, hop. Et ben, je crois que c'est bon. C'est la dernière image. Merci beaucoup. Et du coup, pour voir tous ces projets et toute la philosophie qui va avec, on espère que le livre sortira très bientôt, parce que je pense que ce sera très enrichissant. Voilà. Il y a d'autres projets qui se font en Mayenne, dont un qui est en train de voir le jour et qui progresse, qui se passe à Chenazier. Allons-y. J'ai mis quelques si vous voulez que je les fasse. Oui, je veux bien.
Bonsoir, Caroline Fouilleux, maire de Chemazé. Donc avant de parler par rapport à la parcelle, je vous rejoins un peu où on a fait un petit état des lieux des lotissements où on a enlevé des petites haies qui servent à rien puisque les particuliers avaient déjà fait des haies. Et on a travaillé avec François sur des vergers partagés puisqu'aujourd'hui on avait des petites parcelles vertes là, que les agents allaient tondre. Donc ils perdaient un petit peu de temps sur des petites choses comme ça, futiles on va dire. Et ils voulaient travailler sur d'autres choses. Donc on a fait sur 2 parcelles de lotissement avec les citoyens, on a créé des vergers partagés. Donc, du coup, en vous écoutant, je pense qu'on ira en faire un autre. Comment ? Et du coup, l'idée de faire la parcelle, aujourd'hui, on a un parc, on a la voie verte, et puis aujourd'hui, on a une déchetterie verte. Et on n'y réfléchissait pas. On a une déchetterie verte et on a beaucoup de terrain à côté, mais on n'y réfléchissait pas. Et l'année dernière, il y a, comme je les appelle, des vautours des éoliennes et puis des panneaux solaires qui appelaient. On a vu une belle parcelle. Et là, on s'est dit, non, stop, on arrête là, avec les panneaux photovoltaïques. On a quelque chose qui vit déjà. Il y a des plantations, il y a de la végétation, il y a de la faune. Il y a plein de petites bêtes et on s'est dit il faut qu'on fasse quelque chose. Donc je te rejoins Dominique, on n'est pas du tout dans ce domaine-là. J'ai le responsable technique qui est assez calé, mais on s'est dit on a besoin d'aide pour savoir ce qu'on peut faire. On veut le laisser naturel, on ne veut pas le dénaturaliser. On veut en faire un lieu de vie, un lieu de passage et un lieu pédagogique aussi. Donc du coup on a contacté le CAUE pour leur dire, voilà, on a ça, on a une grande parcelle, on a une belle déchetterie verte qui pourrait être aussi utilisée de façon pédagogique, donc qu'est-ce qu'on peut faire? Donc du coup, on les a rencontrés, ils nous ont proposé des choses. Le retour de la carte incompréhensible sans explication. Voilà. Donc, du coup, on s'est dit, on va y aller, on sait ce qu'on veut, on ne veut pas dénaturaliser ce qu'on a aujourd'hui, on ne veut pas en faire une route, on veut vraiment faire des petits passages, une halte pour ceux qui vont sur la voie verte de Château-Gontier, ils peuvent aller jusqu'à Châteaubriand ou même sur Angers. Ça peut être une halte, donc avoir des tables de pique-nique, avoir des petits coins pédagogiques pour que les enfants y pique-niquent, mais ils puissent aussi aller je dirais sculpturer entre guillemets, et puis avoir l'accès aussi au parc Léolélé qui n'est pas très loin, donc ça serait dans la continuité d'une voie douce. Donc il y a plein d'idées qui émergent, de toute façon à chaque fois qu'on en parle, il y a toujours quelque chose de plus qui vient, mais ce qu'on veut c'est garder un terrain naturel. On veut pas... On veut que les petites allées elles se fassent naturellement c'est ce qui existe déjà, puisque comme on a une déchetterie verte et on a la voie verte, on a des lotissements, les gens viennent avec leur brouette à la déchetterie verte, donc ils ont fait un passage naturel, il s'est fait naturellement, comme vous avez pu le voir. Donc c'est ce qu'on veut, on ne veut pas créer exprès un passage avec des pavés ou quoi que ce soit, on veut que ce soit la nature, la nature s'installe, mais que ce soit aussi les citoyens qui développent ces petites voies. Donc, et on veut que ça soit un projet citoyen, donc on veut faire participer à chaque étape du projet. L'idée, c'est pas de faire, on construit le projet puis on y va direct, on va faire par étapes et on veut que les citoyens s'approprient ce projet et que le projet évolue au fur et à mesure. Et que nous, on a une idée, mais les idées qui pourraient nous amener sont aussi les bienvenues parce que ça va faire avancer, ça va enrichir tout au long de ce projet. Nous, ce qu'on essaye d'apporter aux communes, c'est avant tout une aide à la décision et puis révéler ce qu'ils savent déjà. Donc, commencer l'état des lieux, commencer à leur dire « Là, vous aviez vu juste, il y a quelque chose à faire et peut-être qu'on a des richesses, et les mettre ensemble. » Et là, vous aviez déjà l'inclinaison de dire « Non, on peut peut-être protéger ce morceau de terrain, il y a quelque chose qui se passe, quelque chose qui est intéressant. » Puis ensuite, essayer de révéler toutes les petites choses séparément. Voilà, par exemple, sur la parcelle, en fond de parcelle, il y a un très joli point de vue sur la campagne alentour. La plateforme de la déchetterie, en fait, c'est un résidu de l'ancienne gare. Donc, il y a quand même toute l'histoire du patrimoine de la gare au niveau du chemin de la voie verte.
Et puis on a plein de morceaux de roches qui restent encore, qui sont en fait issus de cette voie verte. Et puis c'est vrai que quand on a fait le tour avec Camille, on a vu sur la voie verte on pouvait récupérer des grands... Voilà. Il y a des choses naturelles qu'on va pouvoir réutiliser. Des matériaux tech. Voilà. Sans forcément, on va forcément investir du temps et de l'argent, mais il y a des choses autour qu'on va pouvoir utiliser pour pouvoir construire quelque chose de propre. Et puis l'idée après, c'est juste... L'idée, c'est pas de faire exactement ce qui est proposé, mais c'est de montrer un panel de choses qui pourraient être faisables et puis essayer de se projeter un petit peu. Et puis l'idée après, c'est de donner ce package de début d'état des lieux, début de cette étude, et que les élus aient déjà une meilleure idée de là où ils veulent aller. Et après, du coup, on démarre vraiment dans le projet ensuite. Et là, on passe en sérieux. Et puis on laisse les élus forts de leurs convictions, je l'espère, porter leur projet. Et puis c'est vrai qu'on a l'école aussi. À côté, il y avait François qui nous avait aussi un peu aidé dans la démarche. Le lieu, c'est vrai que le lieu s'y prête, on a ce qu'il faut. Il ne faut pas du tout le dénaturer. Il y a l'école à côté qui peut venir, comme ils font les classes ouvertes. Ils peuvent venir aussi faire classe dans ce lieu-là. Ce qui est intéressant aussi sur cette parcelle, c'est qu'il y a des habitats très différents aussi, en fait, qui sont venus de manière spontanée, liés à la topographie du site et à l'ancien usage. Et du coup, il y a vraiment des milieux très différents entre le nord et le sud, on le voit un petit peu sur la photo, mais pas sur la carte, mais il y a vraiment presque des dépressions humides sur la partie nord, et une prairie plus fauchée, mais en fait qui n'est pas intéressante pour les agriculteurs du coin, puisqu'en fait c'est une petite surface. Et avec cet usage aussi central, on le voit au milieu là sur les parcelles, c'est qu'on a un usage central de cette déchetterie verte. Et c'est intéressant d'avoir le rapport de l'usage, en fait, parce que les habitants l'utilisent régulièrement. Et donc d'avoir l'usage et d'avoir cet aménagement autour un peu organique, spontané de ce qui se passe. Il y a un projet intéressant. L'idée c'était d'avoir deux propositions. C'est pas vraiment tout change, mais plus des visions différentes. Là, par exemple, dans la première, en fait, il y a une relation différente par rapport à la déchetterie, parce qu'on avait vu cette espèce de point de vue qui était quand même beau en fond de parcelle, et de dire il est tellement proche de la plateforme des déchets verts qu'au final, si on essaie de cacher cette plateforme, on cache aussi le point de vue. Et au final, c'est peut-être pas intéressant, et peut-être que ça peut servir de spectacle. Cette espèce de déchetterie et de montrer comment ça fonctionne et au contraire en faire un espace pédagogique avec l'école, chose qui était déjà un peu initiée puisqu'il y avait un travail avec Emmanuel qui avait été fait avec l'école. Où ils ont fait des petits panneaux, ils sont venus observer sur plusieurs sessions, ils ont fait des petits panneaux. Et c'est les enfants qui ont créé le panneau en mettant ce qu'ils ont vu. Donc nous on aurait vu certainement d'autres choses, mais ils ont vu des lapins, des petits papillons. Et du coup, c'est vrai que les idées ont émergé au fur et à mesure par rapport à ce qui commençait à être mis en place aussi dans le village, par rapport au lotissement, par rapport aux agents techniques, qui s'enrichissent aussi, parce que faire de la tonte tous les mois, je pense que vous êtes d'accord avec moi, c'est pas le plus intéressant. Du coup, une fois tout le panel des choses possibles vues, même si ça donne des plans probablement très irréalisables, mais juste, panel des choses possibles, et après c'est la sélection et le projet qui naît avec les gens. Oui. Je souhaite un super projet derrière. Je dirais que c'est dans la continuité des projets citoyens de la commune. C'est vraiment que le citoyen s'approprie les lieux et soit force de proposition. Parce que nous, certes, on est les élus, on décide, mais si on veut les faire adhérer la population, il faut qu'ils rentrent dans le projet et qu'ils fassent part de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils n'aiment pas, de ce qu'ils voudraient, dans le limite du raisonnable aussi. Camille, vous êtes la paysagiste conceptrice qui travaille maintenant sur ce projet. Pas encore. Je passe la proposition, mais c'est vrai qu'on s'est vu, on s'est rencontrés, c'est pour ça que je le dis aussi. Je vais remettre ma proposition début juin. Mais c'est vrai que c'est un très beau projet quand même. C'est
un très beau site et puis ouais, vous avez déjà toute l'intuition de ce qu'il faut faire. Un autre sujet très très important, la haie et le bocage, quand on parle de paysage et de végétalisation, même en curriculum. Alors je vais peut-être sortir un peu du sujet, mais donc du coup moi je suis technicien bocage sur la Comcom du Puy de Château-Gontier, donc j'interviens sur tout le territoire. Et je vais aborder le bocage au sens large, donc je sors un peu du centre-bourg, je vais y revenir après, mais je fais d'abord une sortie du centre-bourg pour aller un peu plus dans la campagne. Donc ça, voilà. Bon, je ne veux pas expliquer l'intérêt du bocage, mais j'avais un peu remis ce qui a été dit tout à l'heure sur la végétalisation, mais le bocage a un intérêt multiple autour de l'eau. On parlait d'inondation, j'ai des projets de plantation liés à des grosses problématiques d'inondation dans des centres-bourgs justement. Mais du coup, il y a un intérêt de travailler en amont sur les bassins versants aussi pour limiter finalement les arrivées d'eau dans les bourgs, finalement, qui sont souvent les exutoires. Ça a aussi un intérêt paysager à l'ensemble du territoire, hein. C'est un témoin attractif du paysage et culturel. Quand on parle du bocage mayennais, voilà, si le bocage disparaît, on n'a plus cette dynamique touristique qu'on pourrait avoir ou de cadre de vie intéressant. Il y a un volet biodiversité, stockage de carbone, bon, je ne vais pas m'étendre trop, mais voilà. Quand on parle bocage, moi j'ai tendance à parler un bocage idéal, finalement, il est pluristrate, c'est-à-dire qu'on va avoir la strate herbacée, la strate arbustive, arborée et même arborée, voilà. Même le hoquier en hauteur. Des fois on a tendance à avoir le bocage avec différentes strates, ou plutôt contraints avec des haies sur ce que s'appelle les haies taillées au carré, taillées sur les 3 strates, et du coup c'est pas vraiment du bocage, ça peut être un prémisse de bocage. Il y a des typologies d'entretien qui peuvent permettre de recréer du bocage à partir de ça, mais ça c'est encore un autre sujet. Je passe dans les détails, mais c'était pour en remettre un peu le contexte. Donc moi, le dispositif bocage qui a été relancé, on va dire, en 2023-2024, donc il y a eu des réunions publiques dans différentes communes, a permis, donc ça c'est le pays de Château-Gontier derrière, la carte, et tous les petits traits bleus et verts, ça c'est des projets de plantation qui ont été faits, donc en vert les projets de 2023-2024, en bleu les projets 2025-2026, et en rose, je ne sais pas si vous voyez, mais en rose c'est des projets à venir, il n'y a pas tout, mais voilà. Et sur l'idée, donc c'était de travailler sur l'ensemble des communes, d'avoir un projet sur chaque commune, par an au moins, et avec un objectif linéaire qui était au début de 10 km par an. Quand je suis arrivé, il est monté à 15, et puis quand on a passé le marché, on est monté à 20. Et donc il a fallu faire un peu comme on a pu, et beaucoup de demandes au début parce qu'on proposait un dispositif un peu clé en main, qui est repris à l'échelle d'autres collectivités du département de la Mayenne, mais un dispositif clé en main où en fait nous on recrute les entreprises, enfin la collectivité, le pays de Château-Gontier recrute les entreprises pour faire la préparation de sol, la plantation, on commande les plants directement, et le reste à charge pour le bénéficiaire c'est juste la fourniture, éventuellement la mise en place du paillage en fonction du type de paillage. Ce qui fait des chantiers un peu clé en main et assez attractifs parce que du coup en termes de charge de travail et de charge aussi économique, on a un reste à charge presque nul on va dire, mais après il y a aussi toute l'explication sur l'entretien, qu'est-ce que ça implique derrière aussi de replanter des haies, et donc voilà, il faut avoir tout ça en tête quand même, mais ça a permis d'avoir beaucoup de dossiers. Donc là, pour resituer, donc, sur les 2 premières années de plantation, donc là on va attaquer la 3e cet hiver, on a planté à peu près 45 km de haies, pas un kilomètre, mais ça fait 45 000 arbres et arbustes sur l'ensemble du territoire. Alors beaucoup chez les agriculteurs, aussi chez des particuliers, j'ai eu quelques projets avec des communes, il y a des projets aussi liés au bocage, parce que quand on parle de bocage, moi je parle beaucoup de haies, mais derrière ça il y a aussi le volet bosquet, verger, mares. Alors pour l'instant mares, il n'y a pas eu de projet, mais il y a eu des projets de verger et quelques projets de bosquet, mais je me concentre principalement sur de la haie, parce que l'idée c'est de reconnecter des maillages bocagers existants. Et là c'était juste pour présenter un peu des projets de plantation. Donc là on est sur Coudray, donc en bord de route, l'idée c'est de laisser un espace suffisant pour que la haie elle puisse pousser. C'est pas toujours évident quand on est sur des exploitations en grande culture, donc des fois c'est toujours une démarche volontaire. Donc là c'est un exploitant, un ancien
je les appelle comme ça, mais un ancien arracheur de haies, qui voulait replanter finalement après avoir pas mal cassé dans le secteur. Et du coup on plante en bord de route, mais on laisse un espace suffisamment conséquent. En plus, donc là, le paillage, c'est que du paillage organique, donc de la plaquette bocagère ici. Et donc on met, vous voyez, des protections que sur les augets, et donc moi je mets des augets tous les 6 mètres, ce qui est assez dense, mais quand on regarde des fois des vieilles haies, on peut avoir des chênes qui sont à 3 mètres. Voilà. Mais historiquement, dans beaucoup de projets de plantation, ouais. C'est quoi l'espace avec la route du coup qui est conséquent? C'est combien? Non, là, alors ça dépend, là, certains élus ont trouvé que c'était trop proche. Là on est à 1 mètre du haut de talus. Au niveau du département, c'est plus compliqué. Des fois, le département, on reste sur des principes un peu, on va dire, administratifs. La limite de propriété par rapport à une plantation, sur une haie de plus de 2 mètres, on est censé se mettre à 2 mètres. Et donc, des fois, on arrive sur des cultures où, en fait, le haut de talus, on peut avoir un talus qui est très long déjà, qui arrive déjà sur la parcelle. On arrive en haut de talus, 2 mètres, ça veut dire que la haie, il faut qu'elle fasse quand même 2 mètres de large. Donc on prend 3 mètres sur l'exploitant, et là ça commence à être un peu plus compliqué. Donc là, bon, moi en grande culture, j'essaye d'expliquer ça, surtout sur les parcelles en bord de départementale. Là, on était sur une route communale, on a 1 mètre de haut de talus, mais après c'est en conciliation aussi avec l'agent d'entretien de voirie, enfin l'agent d'entretien de voirie, les services qui entretiennent les voiries aussi derrière. Bon, ça c'était pour me présenter différents projets de plantation, hein, mais on ne voit pas trop, c'est un peu sombre. Il y a des problématiques, donc là je reste toujours en campagne, mais de plantation avec tout ce qui est ligne téléphonique. Donc ça c'est une problématique qui a fait des ravages un peu partout. Hein. L'installation de la fibre, on a eu des obligations de taille de haie, parce que si vous allumez la fibre, c'est vous qui allez payer tout. Et en fait, on se rend compte qu'une fois que ça a été fait, que la fibre est plus résistante que ça. Donc là, on essaie de se mettre quand même en retrait. Et là, pas de rejet. Donc j'ai vu avec l'exploitant, on est plutôt sur des haies qui vont être taillées pour essayer de limiter l'accès à la ligne téléphonique. Mais là, on est sur un projet qui fait directement 1 km en bord de route. Donc là, on a un long projet sur longue fuite, si vous voyez. Et un autre choix aussi, alors ça dépend des exploitants, on ne veut pas le faire en grande culture, mais là c'est un exploitant qui a été planté cette année. Je ne sais pas si vous voyez, mais au fond, donc là on a une ligne EDF, on a une haie qui est au bout, lui il est en système pâturant intégral, enfin en système ravagé. Et du coup il a voulu replanter une haie pour faire la continuité, puisque ses bêtes sont toujours au champ, il a besoin d'ombre à chaque fois pour ses bêtes. Et lui, il réfléchissait plus ses paddocks, enfin ses zones de pâture, en fonction de l'ombrage que va donner la haie. Et donc là, il n'avait pas de haie, et plutôt que de la planter côté EDF, il a un chemin d'accès, et on le replante de l'autre côté. Donc là, c'est un peu l'idéal. Là, elle a de l'espace pour planter, voilà, pour pousser, et on est pas mal. Donc là, on est sur des haies simples, des fois ça peut arriver de faire des haies doubles. Mais c'était juste pour montrer il y a différentes techniques, mais des fois, au début, il déroulait d'abord le rouleau de paille, parce qu'on paille. On paille que avec de la matière organique, ça c'est un reste à charge aux bénéficiaires, donc là on est sur de la paille. C'est pas ce qui tient le mieux, mais s'il y a un entretien derrière, ça se décompose assez vite, mais ça, voilà. On déroule le roundballer et après on plante à travers, et là en fait ils ont d'abord planté et déroulé à côté et tiré. Voilà. Chaque technique fait, chaque entreprise fait comme il considère que c'est le plus simple à faire. Donc ça c'est un autre projet sur Chemazé, un peu en campagne, où du coup on avait c'était le seul projet un peu macro, où on a vraiment embrassé une propriété privée avec un étang de loisirs, un plan de loisirs. Et du coup on a refait tout le tour, là vous voyez en fait on a une plantation loin de la route ici. Là ils avaient une ancienne haie qui était pas en très bon état, donc on a regarni avec quelques souches qui restent, et puis elle double sur le fond avec un petit verger qui était déjà planté. C'était juste pour avoir un petit projet pour le coup, parce que là on est sur 300 mètres de haie à peu près, mais qui est cohérent sur l'ensemble du paysage, avec aussi des parcelles autour qui sont un peu dégarnies, ce qui peut arriver en campagne.
Et donc on en parlait tout à l'heure, ça c'est la plantation qui a été faite. Alors on parle pas du verger, enfin je parle pas du verger qui est à côté, mais là l'idée c'était aussi de faire une haie coupe-vent, brise-vent à côté du lotissement. Donc là on a une démarche un peu avec les habitants. C'est lié à un premier projet de plantation sur un délaissé de lotissement sur Chomazé. Donc là on en a fait un deuxième et en plus on en a profité pour replanter une haie et du coup utiliser des augets qui étaient déjà installés mais regarnir avec du bourrage entre les augets pour pouvoir aussi faire ce brise-vent. Et ça a été fait avec une plantation avec la queue de loisirs de Chomazé. Donc là vous avez clairement racine. Et si on rentre sur une démarche un peu, enfin si on aborde finalement un peu ce travail de raisonnement finalement vis-à-vis de l'entretien du bocage, là je voulais un peu, alors je suis très agricole mais c'est un peu la même chose en collectivité. Certains exploitants en fait voient la haie comme une charge parce qu'en fait on a tendance à passer les pareuses régulièrement, voire beaucoup trop régulièrement, et en fait on essaie de la repousser. Donc on voit sur cette photo là en fait les pareuses est très fortement poussée d'un côté, un peu moins de l'autre. Et finalement, si on réfléchit le bocage dans une démarche globale, ça peut être aussi un intérêt et rapporter économiquement et d'être un atelier à part entière. Voilà, je vous garantis pas des milliers des cents, mais en fait ça peut être intéressant d'avoir un bocage un peu plus dense, laisser à la haie l'espace pour s'exprimer, pousser, et d'avoir aussi derrière une production de bois qui peut être valorisée par les collectivités. Il me semble que d'ailleurs sur Saint-Denis d'Anjou, une des chaufferies alimentée par du bois bocager. J'ai raté. Donc l'idée c'est que aussi la ressource du territoire et le paysage derrière, tout ce que ça implique, finalement apporte aussi sur le territoire en énergie renouvelable directe en fait, en approvisionnement ultra local possible. Pardon, excusez-moi, j'ai une question sans doute naïve, mais en fait là quand je vois les deux photos, je me dis finalement j'aurais l'impression, à voir moi quand je me balade comme ça, que celle de gauche c'est justement par une volonté de revendre le bois et donc de couper un peu trop souvent. Et du coup, je me dis que c'est par intérêt économique que c'est fait. Non. J'ai du mal à comprendre. Non, en fait, en plus, là, sur la photo de gauche, l'entretien qu'on va avoir, on a un entretien quasiment qu'à l'épareuse. Donc, en fait, on ne va pas avoir de production de bois. On va avoir plutôt une repousse des branches, parce qu'on va se dire, les branches vont faire de l'ombre sur ma parcelle, ça va réduire ma production. Et donc, on va avoir une repousse, et en fait, on ne sort pas de bois sur cette haie-là. Alors qu'à gauche, en fait, ça veut dire que il y a un gros travail à faire sur qu'est-ce que c'est une bonne coupe et un bon entretien du bocage. Là, une photo de gauche, effectivement, là, l'herbe, la haie, elle est en très bon état, elle est bonne à couper. C'est-à-dire qu'à un moment, on va avoir des coupes à blanc. Et une coupe à blanc, en maintenant des augets, type chêne, des merisiers, enfin les arbres d'avenir, on va dire, qu'on va garder. J'ai une photo après, je vais vous montrer. Et une coupe à blanc, ça permet, c'est un peu la photo qu'on voit là, mais qui est très peu. Qui est un peu petite, mais l'idée c'est de couper le plus ras possible des souches qui vont recéper de base. Donc recéper, c'est-à-dire que de la souche va partir plusieurs tiges et ça va repartir assez vite. Je vais vous montrer une photo, si elle est juste après. Voilà. Comme ça, je suis en train de faire un label EN, donc c'est un dispositif qui a été mis en place par le réseau AFAC, maintenant réseau S, si ça vous parle. Bon, c'est une association qui est nationale, qui a développé un label qui reconnaît la gestion durable du bocage. Et l'idée, c'est d'expliquer comment on entretient durablement son bocage. C'est pas l'idée de faire des haies au carré, justement, que je disais tout à l'heure. Mais il y a nécessité sur certaines haies de recéper, c'est-à-dire de recouper le plus ras possible et de valoriser du bois. Donc ça, c'est une coupe. Bon là, il faudrait que j'ai d'autres photos, mais j'avais que ça sous la main pour ce soir. Mais c'est une coupe qui a été faite le 31 janvier 2024. Et à côté, donc là on a laissé l'auget, donc lui il les a gardés en tétard, c'est-à-dire qu'il a gardé un tire-sève, c'est pas forcément nécessaire, mais il y a différents types de techniques sur la taille du tétard, je rentre pas dans les détails, mais il a en fait gardé une branche qui va pouvoir... Comment ? Les tire-sèves, ça marche pas toujours. Bah non, ça dépend des essences, voilà. Mais et puis des fois il faut pas le faire, il y a plusieurs techniques. Si on écoute, si ça vous parle, Dominique Mention, maintenant on fait une première coupe de
de houppiers à 3 mètres, et après on retaille l'année d'après à un rat. Bon, il y a plusieurs techniques. Bon, là on les voit, les tire-sèves ont fonctionné sur les 3 arbres qu'on voit au fond. Mais sur cette haie-là, il n'y avait pas forcément d'autres objets, et l'idée c'était un peu de la remettre jeune finalement. Et là c'était juste pour vous montrer cette photo-là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on a un piquet de clôture donc, qui fait déjà 1m10, et derrière en fait on a une souche de noisetier qui a été coupée le 31 janvier, donc elle a un an, elle a été coupée à ras il y a 1 an et demi. Et donc le noisetier derrière il fait déjà 2 mètres. Et donc il faut avoir aussi cet entretien, quand on voit les coupes, on les voit facilement, les repousses ou les plantations, en fait on les voit presque pas finalement. Et donc il y a ce volet-là sur qu'est-ce que l'entretien, la gestion durable. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Mais... Non, mais donc, l'idée naïve qu'on a de la taille de la haie qui semble trop taillée pour finalement un intérêt économique, c'est pas le cas. C'est pas le cas. En fait, je vais me mettre dans la place de l'agriculteur, c'est plutôt un intérêt économique par rapport à lui, sa vision des choses. Il va le tailler dans un intérêt économique en termes de production de sa culture. Ouais, c'est ça. Okay. Mais pas en termes de production de bois. En fait, il y a tellement de haies, il y a plus de débouchés que... Enfin, il y a plus de bois sur le territoire que de débouchés actuellement. Donc en fait, il n'y a pas de débouchés suffisant pour valoriser tout le bois. C'est pour ça qu'il y a des projets de réseau de chaleur existants et aussi de travail sur qu'est-ce qu'une vraie gestion, une bonne gestion durable. C'est qu'en plus, la taille qu'on a vue latérale sur les côtés là, pour pouvoir faire moins d'ombre sur les cultures et dans cette fausse idée d'un peu d'économiser sur la surface de culture, c'est qu'en plus, souvent c'est quand même des tailles qui sont assez brutales pour l'arbre. Et en fait, c'est pas vraiment durable. Enfin, il y a ça aussi. C'est pas fait pour être durable non plus, je pense. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la brutalité que j'imagine que quand on sépare, quand on voit des coupes à blanc de recépage sur des grands linéaires, je pense qu'il y a ça aussi. Je pense qu'il y a des gens qui se disent que c'est tout aussi brutal en fait de faire ce recépage à ras, alors qu'en réalité c'est une bonne gestion en fait, et ça va permettre à la... Il y a un travail pédagogique à faire sur l'entretien durable. Bah après je dis pas qu'il y a que de l'entretien durable. On a aussi ces problématiques de mauvais entretien sur l'existant, et on a aussi une volonté, parce que du coup ça commence à quand même... alors j'ai l'impression d'être hors sujet, mais je continue quand même. On a aussi cette problématique au niveau de la PAC d'avoir une obligation de maintenir le même linéaire de haies bocagères. Et donc du coup, moi je me rappelle, j'étais déjà technicien bocage quand ça a été mis en place, mais la première année j'étais en Normandie, territoire bocager, la première année de l'application de cette règle à la PAC, il y a plein d'agriculteurs qui se sont dit moi je veux pas ça, donc j'arrache plein de haies. Donc il y a eu plein d'arrachages. Sauf que ce que ne savaient pas les agriculteurs, c'est que la photo-interprétation qui était utilisée pour impliquer cette référence-là datait de l'année d'avant. Donc c'était trop tard. Donc il y en a quelques-uns, c'est pas venu tout de suite, parce que le temps que la police de l'environnement se mette en place et que la régulation se mette en place, c'est venu un peu après, mais il y a quand même eu un retour de bâton assez vite. Assez vite au niveau de la PAC, c'est 4-5 ans. Mais voilà. C'est plus ce que je voulais dire là-dessus, mais voilà. Et en fait, s'il n'y avait pas cet entretien-là, on pourrait retrouver là on a une strate arborée qui existe, pas en bon état mais qui existe, et on a le passage de l'évareuse, on le voit sur le pied de talus, entre les arbres pour pas qu'il y ait de renouvellement. Et donc en fait on a une volonté de tailler cette haie-là pour finalement qu'elle disparaisse d'une mort en disant bah oui mais moi c'est pas moi qui l'ai coupée mais elle est morte sur pied quoi. Ça c'est une autre problématique. Et pour un peu aborder un peu le sujet aussi, on a des choses un peu spontanées. Donc là en fait c'est une haie, il y a eu une mise en défense, une clôture qui a été faite de chaque côté, c'est 2 prairies. Et avec l'exploitant qui vient des fois planter un peu, mais en fait il y a le roncier qui s'installe. Et assez vite en fait on a des animaux qui vont venir ramener des semences. Et donc on a des arbres, une diversité qui va se mettre en place. Et donc on a récupéré un terme du langage forestier qui s'appelle la RNA, régénération naturelle assistée, ou accompagnée. Et donc l'idée c'est de l'appliquer aussi à l'échelle du bocage.
on peut faire sur certains projets, en fait, sans forcément faire de la plantation en direct, c'est une mise en défend, ramener quelques semences, quelques graines, on peut faire du semis finalement de haies, ou ramener quelques... Alors il y a plein de techniques, et c'est pas très cadré, et du coup les financeurs ne savent pas trop comment financer ça, mais l'idée c'est de faire avec le spontané et voir avec ce qui existe. Et j'ai un autre exemple de ça, donc là donc il y a 2 clôtures de chaque côté, et en fait il y a des essences qui arrivent de manière spontanée. Et là c'est un autre exemple, donc ça c'est sur Ménil. J'ai un projet pour site hiver de régénération naturelle assistée, du coup, accompagnée. Et en fait, la clôture, de base, est un très bon moyen d'accompagner et de planter finalement une haie, puisque les pareuses ne vont pas aller taper au pied du piquet. Et là, on le voit en fait, hein, la clôture, on a des arbres qui poussent. Là, vous voyez, petite parenthèse, là on est sur une départementale. C'est la départementale qui relie Ménil à Dampes, vous voyez. C'est le producteur de noisettes. Pas à quelqu'un. Le seul de Mayenne. Et donc on a un talus qui est très long. Et en fait, la limite du domaine public du département, et en fait c'est là. C'est la clôture qui fait la limite. Donc théoriquement, si on fait une plantation, bon, j'ai vu avec le département ça va le faire, mais si on devait faire une plantation, on devrait se mettre à 2 mètres à l'intérieur de la clôture. Alors qu'en fait, spontanément, en fait, on a une haie qui s'est développée. À la limite, si l'exploitant il laisse sa clôture, il ne touche pas. Le département il va pas venir nettoyer sa clôture parce que du coup il va casser ses machines, enfin ça va pas marcher. Et donc on a une haie spontanée qui va se mettre finalement en haut de talus. Et donc là on a, alors après la problématique de la régénération naturelle assistée ou accompagnée, c'est que ça a besoin de semenciers, donc d'avoir à proximité des essences qui vont être adaptées, enfin qui vont produire des semences. Et donc on a spontanément des essences qui viennent facilement. On a des fois, j'avais une autre haie spontanée comme ça en tête, où ça venait de petit à petit d'une haie existante, et on avait quelques chênes, mais en fait à 20 mètres de la haie, vu qu'il n'y avait pas de clôture, il n'y avait pas forcément de mise en défense, il n'y avait rien qui poussait, ça grappillait petit à petit. Donc ça venait de la haie à proximité. Là on va avoir beaucoup de pruneliers qui vont venir spontanément, d'aubépines. L'intérêt, ce serait de ramener un peu de diversité pour le coup et de diversifier un peu cette haie-là. Et c'est pour ça le A de assister ou d'accompagner. Moi, je me dis que la haie, la clôture, elle va embêter parce que le fil de fer, il va se coincer dans les arbres. Là, justement, l'idée de travailler sur le côté assisté, accompagné, c'est enlever la clôture, donc laisser le piquet, enlever le fil. Donc là, est-ce qu'il y a déjà du fil? Parce que lui, il est obligé de remettre du fil à un moment ou à un autre, il fait pâturer une partie de ces parcelles-là. Et l'idée, c'est de retravailler finalement sur l'existant. Mais en fait, quand on regarde, on a beaucoup de haies. On en a en fait sur des exploitations où il y a eu un changement d'exploitant. On va avoir des clôtures qui sont enchevêtrées dans la haie parce qu'en fait la haie n'a pas été entretenue à un moment et en fait où la haie a trouvé un autre usage, l'exploitant l'a géré différemment. Et donc on a ces problématiques là d'entretien. Pour faire du recépage, quand on a une clôture qui est existante à l'intérieur, et il y a la problématique il faut passer du temps pour enlever le barbelé, beaucoup de temps. Et c'est une problématique d'entretien sur les vieilles haies qui ne sont pas entretenues. Voilà. Et voilà. Et en sachant que tout ce qu'on vient d'entendre ici, il ne faut pas oublier que le centre-bourg c'est du paysage, que le paysage ne s'arrête pas aux limites du bâti, et que donc du coup tout ce qu'on vient d'entendre est complètement valide pour tout ce qui est cœur de bourg. Et qu'au lieu d'avoir une haie, comme on entend, au carré, quand on a l'espace en cœur de bourg de pouvoir planter du bocage, allons-y. Allons-y. Voilà. Merci. Et on va terminer cette soirée par notre dernier intervenant, mais non des moindres, Alain Janvier, qui est donc un agent technique jardinier, qui est donc sur le terrain tous les jours, à essayer de mettre en place tout ça. Donc allons-y pour le retour d'expérience. Alors, a d'abord travaillé sur une autre commune qui s'appelle Magny, où là, forcément, ça allait beaucoup plus loin, puisque ça allait beaucoup plus longtemps, qui a 3 fleurs. Ouais, j'ai eu 3 fleurs là-bas, j'étais 21 ans à Magny. Donc on va d'abord voir, bien sûr, ce que ça a rendu là-bas. Toute petite commune, 350 habitants. Avec peu de moyens. Et avec zéro budget. Quoi.
Et là où je suis, j'ai 0 budget aussi. Voilà. Et du coup, les débuts commencent ça se modifie dans la nouvelle commune. Donc c'est un peu l'extrême de rentrer à 0 moyen. Et voilà. Mais voilà ce que ça peut donner sur la première commune ça, quand on passe autant d'années sur une commune. Donc ça a commencé, Meigné, avant, là, il n'y avait rien du tout, c'était vraiment des trottoirs, c'était du gravier, enfin, il n'y avait aucun trottoir, il n'y avait rien du tout, quoi. Donc quand je suis arrivé en 2001, le centre du bourg, enfin, quand je dis le centre du bourg, devant la mairie, il y a eu on a enfoui les réseaux, donc c'était juste avant que j'arrive. Et puis après, les élus ont voulu continuer à enfouir tous les réseaux. Donc ils ont fait ça par tranche. Et puis comme ils avaient le gars qui aimait les espaces verts, donc, et puis c'était peut-être un peu, il y avait un élu ou deux qui aimait bien aussi, donc on a fait des parterres dans pratiquement toutes les rues. Enfin, toutes les rues, on n'a pas beaucoup de rues, mais toutes les rues sont paysagées en toutes des parterres, des grands linéaires, enfin, soit d'un côté, soit de l'autre, mais voilà. Toutes les rues sont comme ça, quoi. Donc on a tout paysagé avec très peu de moyens, quoi. Là, on a dû acheter aussi un tout petit peu pour cette rue-là, parce qu'on avait vraiment toute la rue à paysager. Par contre, on a très peu acheté. On a planté très très espacé pour une question de coût. Et après, moi, j'ai ramené. Alors, je faisais mes semis, je faisais mes boutures, voilà. Et puis, le Meigné, je connais parce que mes parents maman est née à Meigné, mes grands-parents étaient encore à Meigné. Donc tous les anciens m'ont tous vu, tout gamin, quoi. Donc ça a aidé quand même, parce que j'étais connu. Donc on a pu faire des échanges. Au début, ça n'a pas été facile parce que quand on se met à semer de la valériane le long des murs, les anciens, voilà, parce que moi j'ai arrêté de traiter en 2009. J'ai pas arrêté de traiter comme ça a été demandé. Hein. Dès 2009, moi, le maire m'a dit c'est bon, maintenant on va arrêter de traiter. Donc là, ça a été le gros problème. Donc il a fallu trouver des solutions pour que ce soit encore joli, et que les gens ne voient plus l'herbe. Donc moi, j'ai mis, comme ici, beaucoup de valériane, un peu moins qu'ici, parce que j'aime bien la valériane, mais quand trop, c'est trop, quoi. Donc il faut mettre autre chose. Faut trouver autre chose. Alors moi, j'ai mis, voilà, là où je suis arrivé, c'est encore pire. Là où je suis maintenant, j'ai pas de parterre, pratiquement pas, ou des grands parterres. On a deux grandes départementales qui traversent dans le bourg. Donc maintenant, je sème en pied de mur. Mais quand je dis je sème, c'est comme on disait tout à l'heure, dans la fente. Hein. C'est vraiment au pied du mur. Par contre, je mets un petit peu de valériane. Voilà, ça c'est l'ancienne, c'est la nouvelle commune où je suis. Donc ça, c'était le rond-point avant que j'arrive. Enfin, oui, quand je suis arrivé. Et maintenant, j'ai mis de la valériane parce que pour moi, l'erreur qui a été faite, mais bon, c'est comme ça, je travaille avec ce que j'ai, quoi. Donc là, c'est que du gravier. Alors moi, je suis anti-gravier. Alors c'est très bien, 2 années, 3 années, mais après, au niveau temps et coût, c'est une fortune. Il faut y passer tous les 15 jours. C'est l'herbe, le moindre rayon de soleil au printemps, ça pousse, mais c'est infect. Donc pour moi, il vaut mieux mettre du copeau, enfin voilà. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai mis de la valériane. Et puis voilà, ça va couvrir. Et puis voilà. Et puis j'ai rajouté des choses tout autour, tout ce que je pouvais trouver. Donc moi je me débrouille. Là on n'achète rien. Et ici où je suis maintenant, c'est encore pire qu'avant. Là j'ai vraiment zéro budget. Donc je récupère dans le cimetière tout ce qui est. Non, mais vous rigolez, mais tout ce qui est jeté dans les cimetières, mais c'est une mine d'or. Ouais. Les gens jettent tout, mais ça va pas être, ça va vraiment être des hortensias, des choses qui sont encore tout verts, mais vraiment en parfait état. Hein. Donc les gens ils balancent. Donc je récupère tout. Là où je suis maintenant, j'ai une petite serre. Donc je mets ça dedans. Je mets ça dans les bacs. Je récupère les bacs de la cantine parce que c'est un service où les plats, tout arrive en plateau, si vous voulez, tout arrive en barquette. Donc je récupère les barquettes. Je mets de l'eau dans mes barquettes et puis je mets mes plants dedans, puis voilà, puis ça se refait une petite santé, puis après ça retourne dans mes artères. Je sème, je récupère mes graines, toutes mes graines, je récupère tout. Je ressème le long des murs. Alors moi je mets la valériane maintenant, j'arrête un petit peu. Alors j'essaye de faire un mix, vous voyez, j'ai de la coque lourde, j'ai de la gaillarde. Ici, ce que vous pourriez faire, c'est mettre de la gaillarde. Ça vous ramènerait de la couleur du rouge parce que vos valérianes elles vont défleurir. Et dans peu de temps, vous aurez plus rien. Alors moi, à Meigné,
J'avais de la valériane comme vous, hein. J'ai taillé 3 fois dans l'année. Toutes, une par une, je les taillé tout au ciseau. Et puis ben, pour que ça puisse refleurir. Parce que la valériane, j'aime pas quand elle est défleurie. Je trouve que ça fait pas chouette. Donc je taillais tout. Et quand c'est taillé, une valériane, même si elle est verte, je trouve ça joli. Ça fait entretenu. Enfin, pour moi, c'est mon avis personnel. Donc voilà. Donc là, vous voyez, je mets du coréopsis, de la valériane, de la gaillarde, de l'encolie. Enfin, j'essaye de faire un mélange d'un peu de tout. Parce que là, vous voyez, c'est devant la mairie là. Dans la mairie, il y avait rien quoi. Donc les élus m'ont demandé, voilà, bah oui, c'était comme voilà la photo de gauche. Et c'est vrai, et c'est devenu ça maintenant. Donc là, j'ai mis de la giroflée. C'est beaucoup la giroflée qu'a pris. Alors ça, j'ai pris la photo la semaine dernière, je crois, c'est votre ça, je lui ai envoyé. La giroflée était défleurie. Donc là, j'attends pour couper mes fleurs fanées parce que je veux récupérer ma graine. Et là, j'ai trouvé encore une autre solution. Avec ma giroflée, je vais mettre du muflier. Parce que les mufliers vont fleurir après ma giroflée. Donc je fais un mix des deux. Là, pour l'année prochaine, c'est ce qui va se faire. Quoi. Donc il faut toujours essayer de faire avec ce qu'il y a. Quoi. Donc là, j'avais rien, donc vous voyez, et j'ai fleuri maintenant avec rien. Quoi. Bon. Je pense qu'on a touché à quelque chose dans tout le discours. C'est qu'on appelle souvent les gens qui travaillent des agents techniques. Ça ne veut pas dire grand-chose. Je pense que là, on a un jardinier. Et ça veut beaucoup plus dire de choses. C'est la connaissance du terrain, c'est la connaissance des gens, du sol. Et puis il faut mettre en valeur, enfin moi, la commune où j'étais avant, je la connaissais sous des ongles. Celle-ci, je la connais un peu moins parce que c'est la commune qui est juste à côté. Hein. Ça touche. Hein. Je suis allé, mais vraiment à côté. Et c'est une commune qu'on ne connaît pas du tout parce qu'il y avait une frontière entre les deux. Voilà, c'est pas le même canton. Enfin, dans le temps, c'était pas les mêmes cantons, c'est pas les mêmes com-com. Donc les gens ne se connaissent pas. Donc il a fallu me faire connaître. Bon, j'étais connu parce que voilà, j'ai fleuri la commune d'à côté, 3 fleurs, donc les gens tout de suite, donc, ça a parlé quoi. Mais bon, il faut se faire connaître quand même. Quand je suis arrivé, au mois de décembre, je me suis mis à 4 pattes en train de semer des graines le long des murs. Alors les gars, ils m'ont regardé avec des yeux, ils m'ont dit mais il est complètement fou quoi. Et c'est après, au bout d'1 an, ils ont vu le résultat. Et c'est maintenant, les gens viennent me voir pour me dire tiens, vous pourriez pas fleurir devant chez moi ou me donner des graines. Maintenant, je donne des graines aux habitants. Bon, ils les mettent pas forcément devant chez eux, ils les mettent dans leur jardin, mais c'est pas grave. Après, des fois, ils viennent me voir, tiens, j'ai ça dans mon jardin, est-ce que ça vous intéresse? On fait des échanges. C'est ça le but du jeu. Et c'est comme ça que j'arrive à fleurir mes massifs avec des plantes qu'ils me donnent, des plantes que je récupère dans le cimetière, mon réseau que j'ai gardé de la commune d'à côté, les gens que je connais, voilà, ils me connaissent, donc voilà. Je fais partie maintenant, depuis 7-8 ans du jury départemental de la Sarthe, des villes et villages fleuris. Donc quand j'ai visité une commune, si je vois des choses qui m'intéressent, voilà, on a souvent les poches un peu pleines. Donc voilà, des plantes qui se recèlent toutes seules, on prend des graines, hop, et puis moi je rebalance chez moi, puis voilà quoi. Donc je me débrouille comme ça. Vous voyez là, il faut faire des choses toutes simples. Là c'était à Meignier, c'était gestion différenciée, donc vous voyez, je laissais des bandes enherbées. Mais les bandes enherbées, au départ, les gens, quand j'ai fait ça la première fois, ils me regardaient. Et au départ, ce que j'ai fait, pour que ça puisse passer la pilule, j'ai mis des bulbes. J'ai récupéré des bulbes et j'ai mis des bulbes. Et puis une fois que les bulbes ont été défleuris, j'ai laissé. J'ai pas fauché. Et puis ça m'a fait ça. Et puis après, j'en ai fait une année. Après, j'ai refait une deuxième bande. Et puis en fin de compte, ça fait un genre de petit labyrinthe. Les gamins s'étaient contents. Et puis ça a passé. Et puis voilà. Et pourtant, une commune, je dirais, je suis issu du milieu agricole. Mais c'est très très agricole. Donc c'est pas toujours facile, on va dire. Des pratiques comme ça, c'est pas là où ça va être le plus facile à faire. Quoi. Mais ça passe. Mais il faut parler avec les gens. Comme là, vous voyez, j'avais des boulots tout tristes, j'ai dit hop, je ramenais des potirons. J'ai semé des potirons. Enfin, c'est toujours des choses qui coûtent rien, faciles, et puis qu'on a rendu après à l'automne. Vous avez tout un grand rond, là c'était orange, c'était vert, c'était beau quoi. Donc voilà, on fait avec très peu de moyens, Ouais. Je pense que c'est la meilleure application c'est l'humain la meilleure ressource. La connaissance et l'état des lieux. Et puis se faire connaître, parler avec les gens, c'est ça, faut pas avoir peur. Là où je suis tout seul aussi, c'est une commune de 1000 habitants, donc je suis tout seul. Donc il y a 3 sites, il y a la commune, je dirais, mais il y en a 2 hameaux rattachés à la commune, donc voilà, c'est pas toujours évident.
Mais ça passe bien. Après, il faut aller voir les gens, quoi, pour dire, voilà, est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que je peux... C'est le domaine public, hein. Mais est-ce que je peux semer devant chez vous? C'est tout bête, hein. Ils n'ont rien à dire. On est chez nous, c'est le domaine public. Mais en leur demandant, ils ont l'impression qu'on leur demande la permission, et là, ils s'impliquent un peu plus. Et après, ils vont me dire, ah bah tiens, vous n'auriez pas un petit peu plus, je pourrais en mettre chez vous. Et hop, et puis derrière, peut-être 6 mois après, ah tiens, Alain, j'ai des plantes là, est-ce que ça vous intéresse? Bah oui, allez, amenez. Je mettrai ça en par terre, et puis c'est bon. C'est comme ça que ça marche. Les iris, oui, bref, moi je fais des échanges aussi, bah, je suis un petit peu connu dans la région par là-bas, avec les communes d'à côté. Des fois, je fais des formations avec le CAUE, je co-anime avec le CAUE une formation. Donc il y a des fois des communes qui sont pas trop loin, je leur dis, moi je récupère, les gars, si vous avez des trucs, moi je récupère. Donc là, ce printemps, la commune d'à côté, Noyen, ils m'ont appelé, tiens Alain, on vire tous les iris là, est-ce que ça t'intéresse? Ah j'ai oui, amenez, c'est pas grave, je viens, dans 2 jours je suis chez vous, j'ai récupéré 2 cagettes d'iris. Après, ils avaient tout mélangé, les couleurs, bah voilà, c'est un petit bonheur à la chance, quoi. Bon voilà, on plante, et puis on verra bien, quoi. Quand ce sera fleuri, ben, on changera. Mais ça garnit, ça me fait des plantes, ça me fait de la vivace, et à 0. Donc mon élu, il est content, quoi. Parce que lui, comment, tu me disais que tu plantes toute l'année, mais du coup, pour l'arrosage, comment tu gères? J'arrose pas, moi. Alors Meignier, j'arrose pas du tout. Meignier, mais quand je dis pas du tout, c'est pas du tout. Juste à la plantation, et après je paille. Alors pareil, à Meignier, j'arrivais toujours à me trouver des plants pour avoir du broyage, je me suis toujours débrouillé, on n'a acheté qu'une seule fois. Ici, là c'est encore pire, monsieur le maire, hein, vraiment des oursins dans les... pour dire. Donc là, j'ai la déchetterie qui est pas loin, qui est juste à côté, à Rosé. Et ben moi je récupère le broyat est gratuit. Donc ça vous fait, c'est peut-être un peu moins joli, mais le résultat est le même. Hein. Pour moi, il devient peut-être, il se transforme en terreau peut-être beaucoup plus vite. Mais c'est pas grave, c'est gratuit. Donc comme moi j'y vais régulièrement pour emmener tous mes déchets verts, je pars, j'emmène mon déchet vert et je reviens, ma remorque est pleine de broyats. Et je mets. Vous voyez là en ce moment ma remorque est pleine de broyats là. Ça fait 8 jours qu'elle est dans l'atelier mais j'ai pas eu le temps. Parce que je suis tout seul, quoi. Il n'y a pas que des espaces verts, il y a les bâtiments, voilà, c'est tout et n'importe quoi. Donc c'est au fur et à mesure, voilà, du temps, quoi. Mais tous les parterres que je refais, ils sont tous faits avec du broyat. Donc nous, ça ne nous coûte rien. Et j'en mets une bonne épaisseur. Et j'en ramène régulièrement. Et puis, les habitants, maintenant, commencent à me connaître. Au début, maintenant, ça y est, il y en a un, il avait plein d'émeraucailles, il voulait diviser, il voulait enlever. Je dis, attendez, il n'y a pas de souci, je viens vous voir dans 2 jours, je récupère, et puis voilà. Moi, c'est comme ça que je travaille. Je récupère, je vis avec les habitants, je récupère dans le cimetière, je récupère, voilà, quand je vais... mes parents avaient une voisine, l'autre jour, elle avait besoin d'un petit service, donc j'étais la voir, j'ai lui filer un petit coup de main, puis j'ai vu qu'elle avait un beau sureau noir, c'est l'année dernière, ça. Et puis elle me dit, ouais, mais j'aimerais bien en avoir un autre, d'autres, mais faut les bouturer, j'y attendais, j'ai dit, je vais vous le faire, puis je fais ça à la serre, chez moi, et puis après je viens ça au boulot, et puis si j'en ai un peu trop, je le refilerai. Donc j'ai bouturé, donc maintenant j'ai du sureau noir pour la commune. Comme dans le centre du bourg, c'est mal foutu, ça a été refait, mais à mon avis très mal. Donc on a des toutes petites fosses, mais des toutes petites fosses, des petits parterres, c'est que du granit, il y a ça de terre, il y a 20 cm. Donc le dernier coup que le jury départemental est passé dans ma commune, il y en a un, c'est un collègue, il me dit Alain, là j'aurais bien un arbre. Je dis oui, mais l'arbre, non, c'est impossible. Donc moi je suis habitant, je sais pas combien vous avez d'habitants ici, 1550. C'est un peu plus grand. Mais bon, moi je suis tout seul. Donc quand il faut désherber, vous voyez, ce matin j'ai fait ça toute la matinée. J'ai fait ça hier après-midi aussi, toute la départementale, ça y est, elle est propre. Mais bon, dans 15 jours, il faut recommencer. Donc moi je sème des fleurs. Je contourne le problème. Et puis j'essaie d'avoir une diversité de fleurs. Je ne veux pas avoir qu'une seule espèce de fleur. Parce que pour avoir du fleurissement toute l'année. Parce que pour moi, qui suis dans le jury départemental, il me faut du fleurissement toute l'année. Alors l'hiver, c'est avec du feuillage. Alors comme en pied de mur, je mets de la copeaux. Ça reste gris, ça reste un petit feuillage gris-bleu. Ça me ramène de la couleur pour l'hiver. Mais par terre, c'est pareil. J'essaie d'avoir du fleurissement. Quand je dis fleurissement,
c'est de la couleur toute l'année, quoi. Et c'est comme ça que je fais, quoi. Donc voilà. Et avec, pour l'instant, à Chmiré, j'ai dû leur demander, parce que j'ai quand même acheté une vingtaine de vivaces à 3,50 € le petit godet, quoi. Voilà. Et pour après, moi, me donner, pour pouvoir les diviser. Je ramène, et après, je redivise. Dans 2 ans, oui, j'en ai ramené, parce que j'en ai ramené de Méni un petit peu. J'ai ramené dans mes valises un petit peu de couture, un petit peu de graines. Donc j'avais demandé à mon maire où j'étais avant, et il me dit, je peux emmener 2-3 boutures. Il me dit, oui, vas-y, serre-toi. Donc j'ai ramené, et maintenant je commence à diviser ce que j'ai amené il y a 2 ans et demi. J'en ai déjà divisé. Comme les iris, au bout de 2 ans, il n'y a pas de danger, on peut diviser. Hein. Si ça prend bien, je commence. Et graminées, c'est pareil, ça se divise. Donc j'essaye d'avoir un palette végétale, dès que je vois quelque part quelque chose qui m'intéresse, hop, je demande ou je divise, ou voilà. Les collègues dans le jury, voilà, on essaye de s'échanger des choses, on essaye de, au niveau du label, on est village et ville et villagerie, on fait un trou de plantes tous les ans, donc on essaye d'amener, tout le monde essaye d'amener un petit peu de choses, et puis voilà, on échange, et puis c'est comme ça que ça marche, quoi. Moi je marche comme ça. Et puis j'ai pas le choix, j'ai 0 budget, donc voilà, il faut se débrouiller avec ce qu'on a, quoi. Donc moi, vous voyez, je sème, je bouture, et puis voilà, je sais pas s'il y a autre chose que tu voulais... C'était clairement la notion de mise en application. Et puis je recette, pareil, c'est en campagne, mais moi je refais dans mes massifs, parce que j'ai des gros massifs. Les gars, ils avaient peut-être pas trop la main verte, ils passaient le Giro dedans. Donc c'est plein de ronces, Donc moi j'ai tout arraché les ronces, tout recépé, pratiquement tout recépé. J'ai gardé ce que je voulais vraiment, qui m'intéressait. Et puis ce qui repousse, je jongle avec ce que j'ai, quoi. Donc je dis, moi je fais en fin de compte tout ce qui a été dit avant, j'essaie de le faire à ma petite échelle, parce que voilà, je suis le dernier maillon, on va dire, et puis c'est moi qui entretiens. Donc je veux pas me donner du travail plus qu'il ne faut. Comme moi, c'est ce que je dis quand je vais donner des conseils aux communes, quand on va pour les villes et villageries. Pour moi, un agent d'une commune qui travaille les espaces verts doit toujours avoir son sécateur sur lui. Je travaille pratiquement jamais avec un taille-haie. J'évite, pour moi, tout ce qui est taille de taille-haie, non, ça donne trop de boulot, c'est trop de temps. Donc du temps pour les communes, c'est de l'argent. Donc pour moi, je fais tout au sécateur. Et grâce à ça, je gagne du temps. Au lieu de tailler des haies au carré, quand je vois la haie de Tuya, là, moi, dans ma commune, je dirais, voilà, moi je dégage. Moi, c'est que la taille, que du recépage. Donc, je suis d'accord. En fait, des fois, quand on taille, ça entraîne de la retailler. Alors, il faut repousser vite, il faut retailler. Si on taille à ras terre, ça va repousser de 60. Mais si on la taille ici, les 60, ils vont arriver là. Donc les gens vont avoir l'impression que on n'a rien fait. Et puis ce qu'il faut aussi, c'est dans les communes, c'est avoir la bonne essence au bon endroit. Quand je vois, moi là où je suis arrivé, j'étais par terre, ils ont mis des Elaeagnus, il y a une place de parking qui est là, ils ont planté l'Elaeagnus ici. C'est une plante qui pousse de 3 mètres dans l'année. Je dis non, là, c'est se donner, c'est comme si on brûle un billet, quoi. C'est complètement aberrant, quoi. Donc voilà, c'est déjà savoir avoir une bonne connaissance du végétal. Savoir si le végétal pousse très lentement, il n'y a aucun souci. Et s'il pousse de 3 mètres dans l'année, il ne faut pas le mettre au ras d'une place de parking. Parce que les gens, ils ne pourront jamais sortir de leur voiture. Tout ça, c'est du bon sens. C'est que du bon sens. Pour moi, pour gérer une commune, au niveau espace vert, il faut déjà avoir du bon sens. Il ne faut pas mettre un arbre de 3 mètres devant une fenêtre. Je connais des communes, ils ont planté des charmes devant les fenêtres. Et voilà, pour moi, c'est aberrant, quoi. Donc il faut déjà essayer d'avoir du bon sens, quoi. Je sais pas. Vous êtes un vrai jardinier, quoi. Vrai, je sais pas. C'est avoir. Je suis issu du monde agricole, mais faut avoir. De toute façon, si nous on le voit quand on va voir des communes, si la commune est bien gérée, c'est que le gars il connaît, il aime travailler la terre et le végétal. Si vous avez des gens qui n'aiment pas travailler le végétal, de toute façon votre commune ne sera jamais entretenue correctement. Faut aimer ça. C'est comme tous les métiers. Il faut aimer ce qu'on fait. C'est tout. Donc il faut entretenir, voilà, faut semer des bonnes essences au bon endroit, tailler les arbustes
de la bonne façon, comme tout est spiré. Enfin, moi, quand je vois les spirés qui sont taillés au carré, pour moi, c'est une aberration. Il faut que ce soit recété par le pied. Et moi, j'ai des spirés là, les gens, avant, ils étaient taillés au carré. Donc il n'y avait que du vieux bois. Mais ils ne voyaient jamais les fleurs. Les gens... Et alors moi, la première année, j'ai rien fait. Il dit, tu ne vous taillez pas? Non, ça ne sert à rien. Vous n'allez pas voir les fleurs. J'ai dit, ça va être moche la première année parce qu'il y a le vieux bois plus les jeunes pousses. L'année prochaine, par contre, je recette par le pied. Et après, on laissera. Là, ça fait 2 ans, je n'ai toujours pas touché. Donc j'y touche une fois tous les 2 à 3 ans, 4 ans, ça dépend des essences. Donc en fait, je me dégage du temps. Moi, c'est pour ça que je suis tout seul. Parce que j'arrive à me débrouiller pour me dégager du temps pour faire autre chose. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Donc voilà, faut regarder le végétal, savoir comment il pousse. Parce que s'il pousse lentement ou s'il pousse de 3 mètres dans l'année, on ne va pas tailler ça de la même façon. Il faut le mettre au bon endroit. C'est des choses, pour moi, c'est des choses du bon sens, quoi. Il n'y a rien d'extraordinaire, on n'a rien inventé. Il faut prendre, pareil, moi ce que j'aime, c'est planter, semer, j'appelle ça les fleurs de grand-mère. Tout ce que nos grands-mères avaient chez eux. En fin de compte, toutes les plantes qui poussent facilement, la valériane, les œillets, moi j'adore mettre des œillets. Les œillets, ça donne de la couleur l'hiver, il y a le feuillage qui reste gris-bleu. J'essaye de prendre que des plantes que je voyais chez mes grands-parents, en fin de compte. Je sais que ça va pousser facilement, ça va être facile d'entretien, ça a très peu de coûts, ça se ressème tout seul, c'est que du bonus, quoi. Moi je travaille comme ça, après, voilà. Chacun a sa façon de travailler, mais voilà. Donc c'est comme ça, j'ai eu 3 fleurs à Meignier, et puis là j'essaie d'en avoir une dans les années qui viennent, quoi. On l'espère aussi. Et du coup, avant de poursuivre tous ces échanges autour d'un bien limité cocktail pour les intervenants et aussi les gens qui participent, on a quand même quelques nouvelles au niveau du CAE pour vous parler d'autres événements si jamais participer à celui-ci vous aura intéressé. Avant ça, mais du coup, voilà, quelques événements qui sont à venir. Là, vous voyez bien évidemment nos rendez-vous du mardi, auxquels vous êtes en train de participer, mais on en a d'autres qui arrivent avec d'autres thématiques qui pourraient être très intéressantes pour vous. En juin, on a la plaquette qui est juste ici, parce qu'on va être au Manas. Et donc du coup, c'est imaginaire durable, rencontre entre l'art, l'architecture et le vivant. Comme quoi, on a beaucoup de sujets différents. C'est un rendez-vous du mardi qui est assez innovant dans son approche, parce que d'habitude c'est plutôt des soirées comme ça où on fait appel à des intervenants, on fait des tables rondes, des présentations. Là, comme on va être au Manas, on a 3 temps différents. Un temps de découverte de La Charmeuse du Serpent, qui est une œuvre majeure du douanier Rousseau. Un temps de projection d'un film documentaire qui dure à peu près 1h30, qui s'appelle L'intelligence des arbres, donc qui est issu d'un livre très connu, La vie secrète des arbres. Et ensuite, en 3e temps, la rencontre avec un architecte biologiste assez pionnier dans son approche, qui s'appelle Steven Ware et qui va venir au Manas pour faire une conférence sur ce sujet du biomimétisme, donc comment on s'inspire des formes de la nature et de ces systèmes pour construire de manière plus frugale aujourd'hui. Et le Manas, c'est le musée des arts naïfs qui est à Laval, au château. Plus local aussi, on a Sauges, où il va y avoir les journées du patrimoine de pays. Donc là, ce sera vraiment lié à la terre. Donc journée d'animation thématique de la terre à Sauges. Je vous encourage à y aller parce qu'il se passe des choses dans cette petite commune. Où tu as travaillé aussi, Mathilde, avec les plantations, et justement pour essayer de voir comment on peut arriver à planter d'une façon durable et sans grand-chose. Donc il y a une opération qui va se faire à l'automne, et on a déjà travaillé un peu avec la commune, et ce dimanche-là, ça sera l'occasion aussi de dire aux habitants, que c'est une toute petite commune, Sauges, et bien voilà ce qui va se passer à Sauges, et essayer de participer aussi, un peu comme vous le faites. Et puis bien évidemment, on vous invite à notre assemblée générale qui va avoir lieu dans une cantine scolaire, qui a été faite, elle s'appelle Au bout du jour.
Cours. C'est à Saint-Émilion-sur-Roë. On y a déjà été dans le cadre d'une formation, c'est pour vous dire qu'elle est quand même très intéressante. Et donc du coup, c'est la notion de bâtiments qui soient beaucoup plus respectueux, intéressants, notamment liés à leurs usages, mais aussi à la manière dont ils sont réalisés, à leur implantation. Bon, alors je ne suis pas l'architecte du groupe, je ne vois peut-être pas le mieux. Les architectes sont là-bas. Voilà. Mais on aura aussi une conférence donc, sur le réemploi au service de l'économie circulaire dans la construction, qui va très bien du coup, avec le projet de cantine. La cantine, c'est 8 Aurel et Moret, des architectes qui ont eu aussi l'équerre d'argent pour un bâtiment à la Selle-Craonès, juste à côté, une école. Et puis la conférence avec les gens qui vont présenter le réemploi, c'est Bélastock. Voilà. Voilà. Comme quoi, il se passe toujours des choses au CAE. Bien évidemment, si vous venez autour de Laval et vous voulez visiter le CAE, on a une exposition en ce moment, notamment sur le réemploi, qui s'appelle Matière grise. Voilà, matériaux, réemploi, architecture, avec plein de projets. C'est pas forcément en Mayenne, mais c'est plein d'échelles différentes, partout. Et c'est vraiment pour montrer comment, avec des matériaux qui ne sont pas forcément considérés, qui sont normalement jetés, on peut faire des choses, et là, du coup, plus dans l'architecture. C'est la thématique de ce soir appliquée à l'architecture. Donc c'est visible jusqu'à la fin de l'année. Voilà, donc vous avez jusqu'à décembre. Je ne vais pas vous mettre la pression, mais on est déjà en mai. Vous êtes bienvenus. Et bien évidemment, on a une petite newsletter qui permet d'avoir toutes les informations au niveau des événements qu'on réalise pour éviter d'avoir à subir mon blabla encore une nouvelle fois au prochain événement. Inscrivez-vous comme ça, vous l'aurez directement chez vous. Promis, on essaye de ne pas mettre trop de mails. Voilà. Mais inscrivez-vous, du coup, vous verrez combien on en donne. Vous verrez si vous continuez ou pas. Voilà. Mais du coup, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé.